Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec des improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin, et avec moi en studio, mon co-animateur, Michel Albert. Bonjour! Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter sur iTunes ou YouTube en version podcast ou en version raccourcie sur les ondes d'une radio près de chez vous comme notre partenaire principal CKUM de 93,5 FM à Moncton. Notre invité aujourd'hui est Rémi Goupy. Oui, Rémi commence à jouer de l'impro à l'école Marie-Esther de Shippagan. Avant de venir à Moncton pour se joindre à la LICUM, il fera partie de l'équipe étoile de l'Université de Moncton sa dernière année en 2006. Après ses études, il prend les rênes de l'équipe secondaire de la polyvalente Louis Mayou comme entraîneur, tout en aidant à la création et au bon maintien d'équipes aux écoles secondaires de Shippagan, de Tracadie-Shaila et de Neguac dans le rôle d'agent culturel de la péninsule en tant que directeur général de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Ensuite, son prochain défi, il supervise la restructuration du réseau secondaire et la création de ce qui allait devenir Improvisation Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, il est responsable du service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton et joueur à la Ligue d'improvisation Chaleur depuis plusieurs années même. Rémi Goupy, bienvenue à l'émission. Allô, vous deux! Merci d'être là. On parlera avec Rémi de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord. Et dans la deuxième moitié de l'émission, du leadership que l'on développe en improvisation. Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Rémi Goupy. Oui! Tu joues de l'impro? Oui, tout à fait. Tout à fait. Comment ça commence cette aventure-là? La première chose que j'ai goûté à l'impro, c'était au camp musical de Shippagan. J'avais pris l'atelier de théâtre, puis notre animateur, c'était Robert Gauvin. Puis, la façon qu'il développait ses pièces de théâtre, lui, c'était vraiment nous donner un thème, puis on improvise, puis après ça, on bâtit une pièce de théâtre à partir de là. Fait j'ai vraiment tombé en amour avec ça, puis ça, j'avais probablement 12 ans peut-être, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas regoûté à l'impro avant le secondaire. Puis là, la première année, en 9e année, j'ai pas été faire de l'impro, puis je pense que c'était juste... J'étais vraiment intéressé, mais j'étais un petit peu intimidé par le fait d'aller faire de l'impro. Mais là, en 10e année, j'ai vraiment rentré. Puis en plus, en 9e année, il y avait la grosse équipe, c'est l'équipe de Shippagan qui avait gagné la Gougoune. Pour la première fois, c'était pas Edmundston qui la gagnait, c'était une grosse affaire. Là. Les Frédéric Mallet, Louis-Paul Savoie, puis aussi toute l'autre famille de Savoie. Ça fait là, l'équipe s'est toute rebâtie l'année d'après, puis là, je m'ai essayé. Je pense que c'est l'étape de persévérance que je suis plus fier quasiment dans ma vie. C'est quand j'ai rentré dans l'équipe, j'ai pas fait l'équipe étoile du tout dans le premier mois parce que ça se décidait pas mal assez rapidement. Une semaine après ça, j'ai fait substitut tout d'un coup parce qu'ils ont pensé à ça prend des substituts dans l'équipe. C'était comme tout du monde qui connaissait pas trop l'impro qui organisait ça. Puis là, la semaine d'après, on a fait un match devant public, puis c'était l'équipe étoile contre le reste du comité. Puis j'ai shiné dans ce game-là, puis là, ça fait que j'ai passé de substitut à joueur. Puis rendu au premier tournoi, on a commencé à faire des games, j'ai passé à assistant capitaine. Puis au dernier tournoi qui était à la Gougoune, j'étais assistant capitaine, puis après le tournoi, ils m'ont nommé capitaine pour les années d'après. Ça fait que ça a été une année de passer de 0 jusqu'à capitaine l'année complète, puis c'est vraiment là que j'ai pogné la piqûre de l'impro, puis j'ai voulu en faire pour le restant de mes jours, je pense. Oh my God, une progression. Une progression en seulement un an, ouais. T'aurais juste arrêté là. Quick on your head, là. Exactement. Tu dirais-tu que c'était de la chance plus que d'autres choses, ou t'as vraiment forcé ça? Comme je visais pas être capitaine la première année non plus, là. Ça me tentait de faire l'équipe, puis je savais pas comment j'allais aimer autant les tournois que ça. C'est vraiment la partie de tournoi que j'adore incroyablement. Puis même à ce jour, j'aime plus faire des tournois que des ligues, bizarrement. Ah oui? Je sais pas qu'est-ce qui est la raison derrière ça, là, mais... Il y a du monde qui profite mieux dans ces environnements-là, la pression. C'est ça. Exactement, ouais, peut-être. J'ai monté un petit peu par hasard le même, puis aussi j'ai amélioré mon talent assez rapidement dans cette année-là, je pense. Parce que je lisais sur l'impro, je voulais en savoir plus, c'était quelque chose que j'adorais, ça fait que quand il y a quelque chose que t'aimes, tu t'améliores, je pense, automatiquement. Puis là, Robert Gauvin était plus entraîneur de cette équipe-là à ce moment-là? Non, il avait coupé les ponts avec parce que lui il avait entraîné un certain nombre d'années puis il voulait passer à autre chose, que je comprends tout à fait. Là. On n'a pas eu d'entraîneur qui a déjà fait de l'impro pendant 3 ans, malgré que je remercie grandement les entraîneurs les professeurs d'école. C'est pas mal moi qui avait le rôle d'entraîneur de notre équipe pendant les 3 années que j'étais là en tant que capitaine, puis j'ai l'impression que plusieurs jeunes secondaires qui ont ce rôle-là. Des
fois, c'est pas facile parce que t'es tout le temps pris en train de entraîner ton équipe. Ça, c'était surtout à mes 2 dernières années. Puis, t'es pas là pour penser à ton jeu toi-même. Tu penses au jeu de tes coéquipiers. Malgré tout ça, en tant qu'entraîneur, même à ce jeune âge-là, t'apprends tellement beaucoup que tu réfléchis sur la game dans son ensemble. Ça fait que je pense que j'ai plus appris sur l'impro en général que sur ma propre game à moi. Puis c'est là que ton partenariat avec Sylvain Ward a commencé. Ça, c'est un joueur qu'on associe avec toi, là, parce que vous avez joué souvent ensemble. Vous êtes très bons amis encore aujourd'hui. Ouais, lui a commencé, si je me trompe pas, quand moi j'étais en 11e année, lui était en 10e année. Bizarrement, on avait des jeux quand même différents, je dirais. Il y a quand même des similitudes. On a vraiment tombé en amour avec l'impro pas mal en même temps, puis c'est là qu'on s'est vraiment connus parce que on avait déjà joué au hockey un petit peu ensemble, mais on a vraiment comme lié nos liens d'amitié. Mais après ça, on a joué à l'université ensemble. Quelque chose qui est bizarre, puis on a eu la discussion quelques reprises, moi pis Sylvain, c'est quand on est dans la même équipe, je pense pas qu'on shine tant que ça. Je pense qu'on abaisse nos jeux tous les deux. Ce qu'on se disait, c'est, comme moi, j'ai l'idée, je vais attendre de voir qu'est-ce que Sylvain va faire, puis je vais suivre son idée. Puis Sylvain, il faisait la même chose, je vais attendre qu'est-ce que Rémi va faire, puis je vais suivre son idée, puis des fois, ça venait comme vraiment flat que, on va attendre tous les deux, puis il y a rien qui se passe. Ça fait, j'ai l'impression, les années que j'ai joué avec Sylvain dans la même équipe, c'était pas les meilleurs moments, mais malgré c'était des moments où j'avais plus de plaisir quand même, qui est très important à l'improvisation. Quelque chose de super important que j'ai tout le temps dit, c'était ma plus grande décision de ma vie que j'ai pris. Parce que moi, j'étais un joueur de hockey, j'ai joué au hockey pas mal longtemps. C'est un lien commun, les joueurs de Chupagan. Oui, c'est des sportifs. Robert, Sam, puis on est tous... Fred Mallet. Ouais, Fred Mallet, lui, c'est le basketball. T'as même dit que Sylvain joue au hockey, là, t'sais. Ouais, ben Sylvain, lui, était moins passionné de hockey. Mais il a joué quand même. Il aimait patiner. Ouais, c'est ça. La roquette rousse, qu'on l'appelait. Quand j'étais en 10e année, ma première année d'impro, on avait fait le provincial au hockey. Puis la même fin de semaine, c'était la Gougoune dorée. Fallait que je choisissais entre la Gougoune dorée puis le provincial de hockey que Chupagan fait pas à chaque année parce que les équipes sont pas mal fortes dans la péninsule acadienne. Mais là, c'était dans les Bantam A, puis on a fait le provincial. Puis, croyez-le ou non, mais j'étais l'élément robuste de l'équipe. Ça fait, quand j'ai pas joué, notre équipe était beaucoup plus petite au hockey pis ça, puis j'ai choisi d'aller à la Gougoune dorée, puis ça a fait comme un tohu-bohu dans l'équipe de hockey parce que ils pouvaient pas saisir que je pouvais choisir, surtout à Chupagan, ils pouvaient pas saisir que je choisis de l'improvisation over le hockey, c'était impensable, vraiment, c'était, puis mon coach l'a pas bien pris non plus, là. T'as choisi les arts, là, plutôt que les sports. Exactement, ouais, puis l'année d'après, les pratiques d'impro étaient la même soirée que les pratiques de hockey. Puis là, il fallait que je faisais un choix entre le hockey puis l'improvisation. J'ai tout le temps dit que c'était le choix le plus important de ma vie parce que tout de suite, si j'avais pas choisi l'impro, j'aurais pas eu ma job au district scolaire, j'aurais pas eu le job de DG à la FGFNB, puis j'aurais pas eu la job ici d'étudiant socioculturel. J'aurais probablement été un comptable dans une banque. C'est probablement ça qui aurait été ma vie, puis c'est fou que cette décision-là de choisir vers la ligne hockey ou vers la ligne improvisation, ça a comme carrément changé. Je serais pas que j'aurais aujourd'hui, des choses comme ça, là. C'est pas mal fou que cette décision-là précise d'avoir été d'un tournoi d'impro à la place d'un tournoi de hockey a changé complètement ma vie. C'est fou. Non, oui, quand tu le dis comme ça, mais je pense que beaucoup d'improvisateurs pourraient, je sais pas s'ils peuvent retrouver le moment, ouais. Le moment, mais tu sais, t'as l'impression que, maintenant, ça devient tellement ta vie que, qu'est-ce qui aurait arrivé si j'avais pas fait ça? Ben, ça change ta personnalité jusqu'à un certain Oui, point, puis ton approche à plein de situations, puis à la façon que tu veux interagir avec les autres. Fait que ça nous pousse vers des domaines qui sont beaucoup plus interactifs, puis dynamiques, puis culturels. Ouais. Puis ton réseau d'amis comme change complètement parce que veux pas à l'université, mes amis c'était le monde de l'impro. C'était pratiquement seulement ça qui était mon groupe d'amis parce qu'en économie, on est 2 cas gradués dans mon année. Tu sais, on n'a pas une grosse cohorte pour faire la fête ensemble puis parler de PIB puis des choses comme ça. Mais pour les économistes qui écoutent. C'est ça. Mais ouais, je voulais souligner ce moment. Puis peut-être on peut revenir à la question à Bobble. Oui, Michael Plourde, il a posé une question, Isabelle. Oui, il demande sur Facebook pourquoi tu as manqué la Gougoune en 1999? Ouais, puis Bobble pose ces questions-là spécifiquement parce que Bobble nous coachait à distance. Ah. Il m'a envoyé des courriels pour dire, il m'a donné un coup de main de faire cette activité-là pendant tes pratiques, puis moi quand j'avais des questions précises, Bobble me répondait. J'avais beaucoup apprécié ça cette année-là en tant que jeune entraîneur de 14 ans et 15 ans peut-être. Avant la Gougoune, j'ai tombé malade, puis ma 11e année, j'ai été malade pendant 12 mois au complet. J'ai eu la grippe
une grippe par-dessus une grippe par-dessus une grippe. Puis rendu à la Gougoune, j'ai pas été à l'école le vendredi matin. Puis j'ai dit à ma mère, je vais à la Gougoune quand même. J'avais instinction de voix, je peux plus parler, mais je voulais absolument aller, c'était super important pour moi. Quand je m'ai levé, j'ai juste tombé à terre parce que j'avais plus d'énergie dans le corps. Puis ma mère a dit non, tu vas rester ici. C'était comme assez clair. Puis ouais, j'ai manqué la Gougoune de cette année-là. C'est tannant parce qu'au secondaire, t'as juste au maximum 4 chances de faire la Gougoune. Puis là, je n'avais perdu une de ceux-là. Ça m'avait pas mal attristé de manquer ce temps-là, puis surtout c'était un moment de pouvoir rencontrer tout le monde parce que à cette époque-là aussi on avait 2 régionales séparées, ça fait que tu jouais pas avec toutes les équipes. Moi j'avais beaucoup une affinité avec l'équipe d'Edmundston. Moi puis Émilie Bellefleur, on discutait beaucoup sur MRC. Ça fait j'ai des gens d'Edmundston que j'avais pas pu voir pendant toute l'année au complet, ça fait que j'avais trouvé ça un petit peu plate. Ouais, il était pas dans votre division cette année-là. Puis... Exactement, ouais. Fait que t'as fait 2 Gougoune. J'ai juste fait 2 Gougoune, en fait, ouais. Ben, c'est pas ta faute. Mais la bonne nouvelle, par exemple, c'est depuis cette grosse année de grippe-là, je pogne pratiquement plus jamais la grippe. Je pense que j'ai tout pogné les virus possibles dans 1 an, puis là, maintenant, je suis immunisé pour le restant de mes jours. T'as maximisé, toi, là. Oui, c'est ça. Pareil comme toi, t'évolues en improvisation, t'as de... Exactement. Pas la cote en capitaine. T'es bourré d'anticorps. On pourrait faire des vaccins juste avec ton sang. Exactement, ouais. Tu pourrais te donner à la science. Après ton secondaire, t'es allé au campus de Shippagan en premier. Oui, ma première année que j'avais commencé en mathématiques. Pas d'improvisation là, puis ça m'a brisé le cœur un petit peu de voir mes amis que je m'avais fait dans le réseau d'impro secondaire. Moi, j'ai passé une année sans rien faire d'impro. Je suivais quand même qu'est-ce qui se passait à la LICUM dans le circuit secondaire. Je trouve ça un petit peu difficile de manquer une année d'impro quand je voyais tout le monde qui continuait. La LICUM. Oui. Ligue d'improvisation du Centre universitaire de Moncton. 5 ans de LICUM. Parle-nous de ces expériences-là. Oui, à la LICUM, un super bon moment. Puis bizarrement, encore une fois, comme au secondaire, quand j'arrivais à la LICUM, j'étais même pas sûr de vouloir m'essayer parce que j'étais un petit peu intimidé par le fait de jouer dans la LICUM. T'avais des gros noms qui étaient là. Puis c'est toi, Michel, qui avait venu me voir. Je me rappelle, j'étais à l'osmose. Puis tu vas-tu t'inscrire à la LICUM? Je dis, je suis pas sûr. Puis t'as dit, ben oui, tu vas t'inscrire à la LICUM. Fait que... Nos très bonnes méthodes de recrutement. C'est ça. Leadership autoritaire par Michel Albert. Ben, ça aurait été un non-sens. Je me souviens pas du moment, là, mais ça aurait été un non-sens qu'un capitaine d'équipe secondaire. Oui, vienne à l'université, mais... Vienne à l'université, mais veut pas jouer. Puis finalement, j'ai fait l'équipe des Verts, qui était une équipe au début un petit peu dysfonctionnelle. Je pense qu'on avait perdu tout le premier semestre au complet. Mais on avait vraiment du fun ensemble, fait des bonnes impros. Puis finalement, le deuxième semestre, on a vraiment pogné notre vitesse de croisière. Puis on a commencé à faire des bonnes impros, mieux se connaître, parce qu'on était vraiment des duos dans cette équipe-là. Il y avait Étienne puis Pout qui faisaient des vraiment bonnes impros ensemble. Puis il y avait moi puis Fred Blanchette qui était l'autre duo que souvent quand on allait les comparer, c'était moi puis Fred ou Pout puis Étienne. Puis je pense qu'on a vraiment shiné dans cette année-là. Puis on a fini par gagner la ligue cette année-là parce qu'on a vraiment eu une belle ascension. Puis on discutait souvent je pense qu'on a vraiment décortiqué tout notre jeu entre nous au premier semestre pour vraiment mieux l'appliquer au deuxième semestre, qui a été vraiment intéressant. Puis ma plus grosse surprise la première année, j'avais gagné le joueur le plus sympathique. Une super belle surprise pour moi. Puis en plus, j'ai été chanceux parce que c'était la dernière année que Phelps donnait des prix, je pense. Puis j'ai un beau Phelps dans mon bureau maintenant à l'Université de Moncton. J'étais quand même un petit peu en retrait en tant que recrue, là. C'est comme je disais tantôt, ça peut être intimidant. Puis la grosse joke, c'est ça qui m'a fait gagner le joueur le plus sympathique. C'est parce que j'avais le jeu Gérant d'estrade que tout le monde aimait beaucoup. Tout le monde venait chez nous pour jouer à Gérant d'estrade, qui est une board game de hockey. La deuxième année, selon moi, c'était l'année la plus forte de la LICUM que moi j'ai vue en général. C'était une année que toutes les équipes étaient incroyables. Pendant le camp d'entraînement, on a eu des coupures de joueurs qui étaient vraiment bons, je dirais. C'était 6 joueurs par équipe, 4 équipes, puis sans blague, on jasait beaucoup, on était plusieurs qui avaient peur de pas faire la ligue, dont moi. Sylvain, lui, était persuadé qu'il la faisait pas. On était vraiment un gros groupe de monde qui était ouf, cette année, on faudra pédaler fort pour faire notre équipe. Puis moi, mon équipe, il y avait André Roux comme capitaine, Phil Saint-Onge comme assistant. Il y avait moi, Sylvain, Émilie Bellefleur, puis Mathieu Eckerly. C'était pas mal une bonne équipe. Probablement qu'on n'était même pas la meilleure équipe sur papier. Puis après ça, j'ai vraiment continué dans l'équipe. Après, il y a eu l'équipe des Rouges comme Michel nous a coaché. Ça, c'était mon année que j'ai moins aimé. Pas à cause de Michel, non, mais... Non, c'est à cause de toi. Ouais. Non, il y avait différentes circonstances qui mettaient notre jeu un petit peu down, puis la chimie d'équipe était pas vraiment bonne cette année-là, mais j'ai quand même eu la chance de jouer avec Annick, Caroline puis Émilie, qui étaient 3 filles que j'ai adoré jouer avec. Le reste de l'équipe, ça drivait pas vraiment, puis on dirait on arrivait avec un côté négatif dans l'arène. Mes 2 dernières années, j'étais capitaine. Bizarrement, puis j'ai jamais pu expliquer ça, mais quand j'ai le rôle de capitaine, mon jeu augmente tout le temps. C'est pas réflexe, je crois. C'est pour compenser si jamais, pareil comme qu'un arbitre compense si du spectacle est pas bon avec lui, il va monter, mais je pense qu'un capitaine prend cette tâche-là s'il file que l'équipe. Ouais, c'est ça, c'est quand j'ai pas le contrôle, mais je m'assis trop, puis j'ai trop confiance au restant, puis je fais les autres vont faire comme, va shiner, puis moi je me mets plus en arrière, puis je suis plus silencieux, mais quand quelqu'un me dit que t'as le rôle de leadership, parce que
Pourtant, comme le mot capitaine, je crois pas vraiment à ça, puis tout le monde devrait prendre son propre leadership, mais bizarrement, dans ces 2 années-là, je pense j'ai vraiment augmenté mon jeu vraiment fort, puis je sais pas si c'est lié parce que j'étais juste plus vieux, mais je pense que le rôle de capitaine, ça fait vraiment changer mon jeu, puis j'ai jamais pu expliquer qu'est-ce qui est la raison, mais Isabelle, je pense que t'as mis un point là-dessus que ça fait vraiment du sens. Hein. Puis... T'étais mon capitaine. Ouais, ta première année était ma dernière année. Oui, c'est ça. Cette année-là, à l'écume, c'était une année un petit peu, c'était juste avant phase 2, qui était un petit peu dysfonctionnelle, mais moi, ça a été vraiment ma meilleure année personnelle, que j'ai vraiment mieux joué selon moi dans ma carrière. Puis probablement, une grosse effet de tout ça, c'est parce que j'étais sur l'équipe étoile, puis j'avais eu la chance de pratiquer régulièrement. Puis c'est quelque chose que je trouve dommage, par exemple, à la l'écume, c'est ceux qui font pas l'équipe étoile n'ont pas la chance de pratiquer aussi régulièrement. Puis dans la ligue, tu vois vraiment que l'équipe étoile s'améliore tout au cours de l'année, puis les autres joueurs, souvent, ils peuvent moins s'améliorer rapidement par cause de pratiques de réflexion d'impro, de coaching. Ça fait, il y a cet aspect-là que je trouvais de valeur de voir certains de mes amis, plutôt dans ma carrière, être dans l'équipe étoile, voir s'améliorer, puis moi, mon jeu s'améliorer un petit peu moins vite par manque de pratique puis de réflexion sur l'impro, selon moi. Mais à l'universitaire aussi, c'est difficile d'avoir des horaires où ce que... Non, c'est juste avoir une game le lundi. Ouais, il y a beaucoup de monde ça. que tu te convaincs à joindre la licume en leur disant il y a pas de pratique comme à l'école. Là. Ouais. Ah, OK, dans ce cas-là, si c'est juste 1 heure de ma vie. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quand même important de pratiquer pour avoir un meilleur jeu. Ouais. Ben, c'est sûr et tout que ça, en quelque part, ça highlight ces joueurs-là. Plus tard dans la ligue aussi, c'est souvent ces joueurs-là qui vont recevoir les étoiles en faveur des autres qui pratiquent pas régulièrement, qui peut-être se font pas pousser hors de leur zone de confort. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'ils ont comme une progression qui peut être plus marquée, justement parce qu'ils se font suivre par un entraîneur, parce qu'ils ont la chance de travailler sur des choses. Ouais, pis ça, Isabelle met un bon point parce que dans nos pratiques, on sortait de nos zones de confort, c'est fait qu'on pouvait évoluer comme joueur, mais quand tu pratiques pas, je pense que tu veux juste être safe dans l'arène, puis tu t'essayes pas beaucoup de choses parce que tu joues juste une fois par semaine, tu veux bien faire, ça fait que t'essayes pas trop de choses, mais dans les pratiques, au moins, tu peux te casser la gueule autant que tu veux, tu peux essayer des nouvelles choses, puis quand t'arrives dans l'arène, t'es plus confiant d'essayer ces choses-là que t'as déjà cassé la gueule avant, disons. Fait que t'as été à une seule QI. Oui. T'as juste fait l'équipe étoile ta dernière année. Ouais. C'est ça que c'est. T'as eu à attendre avant ce moment-là. Ouais, ben, pendant, j'ai pas trouvé ça difficile. Parce que j'ai tout le temps eu comme le respect des décideurs. Les joueurs que j'ai choisis étaient super bons. Ça fait, j'avais pas comme de quoi à chialer dessus, malgré que tout le monde me disait tout le temps, ah, t'étais le prochain joueur qui était sur la liste. Comme ça, c'est quasiment pire. Ouais. J'ai ça quand le monde Ouais, fait ça. j'étais tout le temps borderline, là, c'était entre toi et un autre. Puis, mes 3 années avant, c'est pas mal la chose que le monde me disait. Mais j'étais pas entraîneur ces années-là. Non, c'est ça. Puis c'est l'année à Mike qu'il m'a finalement choisi comme. Puis j'ai passé de joueur à assistant capitaine cette année-là. Mais c'est en retour en arrière, je pense que j'ai fait comme c'est de valeur. Puis en plus la dernière année, Francis Thériault avait organisé qu'on allait dans un tournoi à Montréal. Puis j'avais oublié comment j'aimais les tournois parce que moi j'ai pas fait de Richard Terrien, des choses comme ça tout au long de ma carrière à l'université. Puis à ce tournoi-là, j'ai vraiment shiné à jouer avec des autres équipes de partout. J'ai eu vraiment un gros déclic comme solide à ce tournoi-là que mon jeu a vraiment augmenté. Notre équipe, c'était moi, Christian Siam, Sylvain Ward, Francis Thériault, Mathieu Ackerley. Il y avait Pinky, puis une Claudie, puis une Mathilde qui avait venu avec nous autres aussi. Mais j'avais gagné le joueur le plus utile du tournoi, puis on avait torché l'UQAM. Solide. Comme 17-1, quelque chose de même, là. En tout cas, mon jeu personnel a vraiment augmenté, puis je pense à ce moment-là, j'ai fait comme c'est de valeur, j'ai pas fait d'autres culs parce que je pense que j'aurais pu augmenter mon jeu différemment. Mais avant ça, j'avais eu aucun regret, remords, puis c'était bien correct, mais je pense à ce moment-là, j'ai fait comme j'aurais aimé peut-être en faire un petit peu plus. Ça. Comment est-ce qu'était celle-là? Francis Thériault était le show de cette année-là, c'était vraiment impressionnant, il a gagné joueur le plus cuit, je pense. Ou il était finaliste pour joueur le plus cuit. De mon côté, j'ai pas autant performé que j'aurais voulu, je dirais. J'ai quand même adoré l'expérience, c'était super le fun. C'est vraiment un niveau différent la QI, je dirais. Il y a certaines équipes qui est super compétitive dans le sens qu'ils veulent vraiment gagner, puis ça fait comme vraiment bizarre. Au tournoi à Montréal que j'avais été, c'était beaucoup plus convivial, mais la QI, il y a comme un esprit bizarre qui règne derrière ça que je dois avouer que j'haïs pas non plus parce que j'aime l'aspect compétitif de l'impro. Puis l'année d'après, j'ai pu retourner parce que j'ai coaché l'équipe universitaire de Chupagan. Ah oui. C'était à Trois-Rivières. Parce que moi, j'avais pogné la job à Caraguette, en fait, mais je restais quand même à Chupagan, puis j'ai coaché l'équipe étoile de... Tu coachais comme Marc-Samuel Larocque. Marc-Samuel, puis puis d'autres joueurs qui n'ont pas continué l'impro. On a été... c'était Marc-Samuel, la vedette de l'équipe. Mais on a vraiment eu du fun. C'était des joueurs qui avaient jamais fait de l'impro, puis on allait à la QI avec ça, mais ils ont fait vraiment une bonne performance parce que notre line-up, on a eu la chance de jouer avec Québec, vous autres, Moncton, puis UQAM, je pense. Ça fait qu'on avait un gros line-up pour vraiment voir qu'est-ce qui était de la bonne impro, puis on a vraiment bien performé, je pense, pour le calibre que l'équipe de Chupagan était. Toi, pendant que tu étais à l'université, tu as vécu avec quand même plusieurs improvisateurs
improvisateurs dans les mêmes apparts. Puis Patrick Hardy demande sur Facebook, trouves-tu qu'avoir habité avec d'autres joueurs d'impro a aidé à améliorer ton jeu? Oui, certainement, parce que tu jases d'impro. Le soir, tu débriefes après la game. Fait ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis aussi, quelque chose qui était vraiment bien à la Licume, c'est de pouvoir jaser avec les autres équipes aussi. Parce que je trouve que ça a amélioré beaucoup la mix comme telle. Tu comprends mieux comment l'autre joueur pense de l'autre équipe. C'est ça que t'as pas la chance de beaucoup faire au secondaire, puis encore moins dans les tournois universitaires. Ça a beaucoup aidé, je dirais, toute la ligue en entier, que veux pas, la ligue en entier, c'est des amis, puis quand tu restes avec certains, tu apprends vraiment à les connaître de tous les sens, tous les côtés. Puis le Centre Toronto Morton, ça a été pas mal cliché, mais probablement les 2 plus belles années de ma vie, là. Ça fait c'était pas mal spécial, puis ouais, j'ai adoré rester avec ça, puis je pense que ça a aidé mon jeu, juste le fait de jaser d'impro régulièrement. Mais là, t'as parlé un peu d'avoir coaché l'équipe de Chupagan. En même temps, t'étais en train de coacher la polyvalente Louis Mailloux parce que t'as eu un emploi clé pour l'improvisation dans Péninsule. Oui, tout à fait. Ça, j'étais agent de développement culturel dans la Péninsule acadienne. Puis dans ce temps-là, ça commençait juste dans les écoles, puis nous, notre rôle, on était 3 agents de développement culturel qui faisaient les 22 écoles de la Péninsule acadienne. Rôle d'entraîneur, ça a été le rôle que j'ai plus aimé faire. J'ai plus aimé ça que joueur, je pense. De voir des joueurs qui étaient vraiment rendus comme mes petites sœurs puis mes petits frères, tu les vois grandir, tu les vois s'améliorer tout au long de l'année, tu crées une chimie avec eux autres qui est vraiment spéciale. Mes 3 années de coaching là-bas, mon jeu personnel, ça a amélioré en arrière parce que je joue aussi à la ligue en même temps. Puis le plus gros déclic que j'ai eu d'impro, c'est, puis à ce temps, je suis un petit peu obsédé avec ça, côté improvisation, c'est l'environnement dans l'impro. Quelque chose qui était une de mes faiblesses, je pense, quand je jouais à la Licume, puis qui est devenu une de mes forces après d'avoir coaché. La chose la plus importante pour moi quand je vois de l'impro maintenant, c'est que l'environnement soit bien fait, puis qu'on utilise le devant de la scène, derrière la scène, les côtés, les coins, qu'on utilise vraiment tout l'espace. Puis voir un impro que 2 personnes qui se rencontrent dans le milieu puis jasent, ça me turn off complètement. Puis souvent, selon moi, ça va faire des vraiment mauvaises impros parce que ça va juste être une discussion qui va nulle part. Ils jouent d'un nuage. Ça me dérange totalement ce jour maintenant. Mais c'est le plus gros déclic que j'ai eu en tant qu'entraîneur, que maintenant, c'est la chose que je remarque le plus dans l'impro, c'est l'environnement. Puis en plus, en tant qu'entraîneur, je m'ai fait des super bons amis. Et maintenant, moi puis Marc Bernier, on a notre dîner à chaque semaine. Puis c'est le premier capitaine que j'ai coaché. Depuis ce temps-là, notre amitié a resté. Puis non, j'ai vraiment adoré le temps que j'ai été entraîneur. Sur Facebook, Éric Lavoie dit moi j'ai toujours trouvé que tu étais un entraîneur formidable. Penses-tu revenir à la tâche? Ben merci Éric, c'est vraiment un super beau compliment que tu m'as fait là. Oui, pour sûr, je vais devenir entraîneur, revenir être entraîneur, mais je sais pas si ça va être à l'impro ou à une autre discipline. J'ai tout le temps voulu coacher le hockey aussi, peut-être d'autres choses où on va voir qu'est-ce qui va se passer. Rémi, il faudra que tu décides. Ouais, faudra que je choisisse entre les deux là. J'ai encore ouais, ça va changer ma vie de niveau. Fait que, qu'est-ce que c'est un agent de développement culturel de toute façon? C'est quoi son lien avec l'improvisation? Notre rôle spécifique au district scolaire, c'était apporter la culture en salle de classe puis au parascolaire. Puis la grosse chose que je pense que j'ai fait comme différence dans le réseau d'improvisation à ce moment-là, on avait créé une autre, c'était le menu culturel qu'on appelait ça. Ça fait qu'on invitait des artistes professionnels ou des artistes amateurs, disons, mais quand même qui étaient des bons dans leur propre discipline, puis on les apportait dans la salle de classe. Pendant les 3 années que j'ai été là, à chaque année, on a eu des grosses tournées dans les écoles primaires, secondaires. Puis moi, mon rôle, c'était faire le lien entre qu'est-ce qui était dans le curriculum de l'école comme tel ou de la classe comme telle, puis faire le lien avec l'improvisation. Ça fait que l'enseignant était, à partir de là, capable de faire le lien entre les apprentissages qu'il devait faire dans la classe et l'improvisation. Ça donnait vraiment un côté pédagogique à l'impro, puis je pense que, en tout cas dans la péninsule, j'ai senti ça que l'impro était devenu de quoi de mieux respecté parce qu'il voyait tous les apprentissages que tu pouvais faire avec un seul jeu. Puis ce qui était intéressant aussi, c'est des improvisateurs ont eu la chance de se faire c'est niaiseux à dire, mais de se faire rémunérer pour faire de quoi qui était extraordinairement le fun, soit faire des ateliers dans les salles de classe. Puis dans les différents niveaux comme au primaire, on travaillait vraiment sur l'imagination, la création, ça c'était vraiment de quoi qui est vraiment important à l'école pour aller un petit peu plus loin puis réfléchir par toi-même, esprit critique, des choses comme ça. Puis quand on arrivait au niveau secondaire, c'était vraiment plus juste faire des présentations orales. C'était beaucoup de mettre la personne à l'aise, de faire de quoi de bien devant la classe. Puis quand tu prends cette confiance-là que tu es capable de faire de quoi de bien, par la suite c'est beaucoup plus facile de faire une présentation orale parce que tu sais que tu es capable de le faire. Ça, est-ce que ça a servi de moteur au recrutement de joueurs dans chacune de ces écoles-là? Oui, tout à fait, parce que quand je suis arrivé, je pense qu'il y avait plus d'équipes du tout dans la péninsule acadienne. Il y aurait probablement eu des équipes telles qui s'auraient bâties au cours de l'année, mais quand je suis arrivé, j'avais appelé l'école puis il a dit plus de comité d'impro dans aucune des 4 écoles. Puis j'avais trouvé ça super triste. Fait la première chose, moi mon bureau était à Caraquette, fait j'ai bâti une équipe là, mais il y avait Marc Bernier qui l'avait déjà fait. Fait là on a
bâti une équipe là, mais aussi j'allais souvent aider l'équipe de Tracadie puis de Niguac, parce que Shippagan, c'est l'année que Phil Saint-Onge était là, si je me trompe pas. Puis c'était la première année, si je me trompe pas, que les 4 équipes de la péninsule acadienne jouaient. C'était une de mes grandes fiertés qu'on a réussi à faire 4 équipes dans la péninsule, puis dans les 3 ans que j'étais là, les 4 polyvalentes a eu une équipe. Ça c'est vraiment bien, puis en plus leur niveau s'est amélioré, puis on a réussi à créer de quoi de vraiment bien dans la péninsule avec dans ce temps-là ça s'appelle la LISN, Nord-Est. Puis là c'est revenu à la péninsule acadienne parce qu'avant il y avait une LISPA. Fait que c'était qu'est-ce que la LISPA est aujourd'hui? Ça avait été créé dans ce temps-là, puis c'est moi qui gérais un petit peu tout ça, puis ça a été vraiment une super belle expérience de pouvoir j'ai vraiment envie d'impro pendant ces 3 années-là vraiment intenses. Je jouais les soirs, je jouais au hockey puis je faisais de l'impro, c'était ça qui était ma vie 7 jours sur 7. Par hasard, je devenais un petit peu coordonnateur des tournois d'impro, un petit peu organiser le réseau secondaire dans ces années-là que j'ai vraiment apprécié, puis j'ai vraiment aimé un peu ça. Ben, pas juste aimé un peu, j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est vraiment agréable. Puis quelque chose qu'on a rajouté à la Gougoune que je suis vraiment fier qu'à arriver, c'est les équipes qui étaient pas classées. Pour la Gougoune dorée, on leur donnait une invitation de 2 joueurs par équipe qui pouvaient venir faire des formations. Puis moi puis Sylvain, on a bâti ces ateliers-là où tu discutais des matchs d'impro pendant la Gougoune dorée, puis tu avais des pratiques. Ça fait que les équipes qui étaient un petit peu moins encadrées avaient la chance d'aller chercher beaucoup d'expérience pendant cette fin de semaine-là, puis tu voyais une différence l'année d'après. Vraiment une différence remarquée. Je pense que ça a duré quelques années, cette pratique-là. C'était vraiment une bonne pratique selon moi. Mais ça prend des coups parce qu'il faut que tu voyages du monde. C'est ça, ouais. C'est ça. Tu fais ça pendant plusieurs années. Et là, ton prochain défi, c'est directeur général de la FJFNB, la Fédération des jeunes francophones. Tu as encore travaillé avec les jeunes. Oui. Il y a encore un élément culturel à tout ça. Mm-hmm. Et l'impro va faire partie de ça aussi, de cette phase-là de ta vie. Je dirais un peu moins. C'est la première fois comme en 10 ans que je lâchais vraiment un petit peu l'impro, je dirais même. Parce que être DG de la FJFNB, c'est vraiment demandant. Je travaillais la moitié de mes fins de semaine, sans blague 26 fins de semaine sur 52 habituellement à chaque année. Je travaille des fois les soirs, ça fait que je travaille beaucoup, ça fait que j'ai vraiment reculé de l'improvisation. Mais bizarrement, dans les AGA, il y a beaucoup d'improvisateurs qui venaient aux assemblées générales annuelles de la FJFNB. Puis à ma 3e année, je pense, il y a des improvisateurs secondaires qui a mis la recommandation parce qu'à la Fédération des jeunes, tout ce que les choses qui est fait, ça vient de recommandations de nos membres, qui est des jeunes de 14 à 18 ans, habituellement des jeunes secondaires. Puis il y a eu une recommandation de création de Impro Nouveau-Brunswick par la Fédération des jeunes. Puis à ce moment-là, Isabelle Gauguin était embauchée. Moi, mon travail là-dedans, j'ai pas fait beaucoup de micro de Impro NB. J'ai fait beaucoup plus le macro, disons. Puis mon travail, c'était vraiment de vendre l'improvisation au point de vue des décideurs au niveau gouvernemental. Alexandre Hébert a une question à ce sujet. Isabelle? Il demande quels sont les défis organisationnels d'un dirigeant d'un mouvement jeunesse provincial dans l'organisation d'un tournoi d'impro et de ses phases de qualification. Je pense que c'est une question assez complexe. Mais oui, il y a eu du développement qui s'est fait ces années-là, puis probablement qu'Isabelle pourra mieux le souligner parce qu'elle, comme je disais, elle était plus dans la partie micro de tout ça. Mais avant que la FJFNB entre dans le rôle d'impro NB pour les 2 années qui étaient dedans, disons qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pas respectées, puis si les écoles savaient qu'il y avait des choses, c'est pas si grave que ça, mais c'est juste comme, je pense le fait d'avoir été dans le mouvement jeunesse, on a pu encadrer un peu mieux les tournois secondaires, puis ça a aidé beaucoup à donner une notoriété à l'improvisation. Une légitimité. Une légitimité, exactement, ouais, que là, les parents avaient plus peur d'envoyer leur enfant dans un tournoi d'impro. C'est pas que c'était mal avant, mais je pense que ça a été juste mieux encadré, puis il y a vraiment des bases qui s'est bien installées, que maintenant quelqu'un d'autre qui reprendrait le relais des tournois secondaires, il y a vraiment une grosse base super bien installée que ça pourrait bien continuer avant. Ça fait avant la difficulté, je pense, ça aurait été comme disons toi Michel, t'étais beaucoup impliqué là-dedans. Si tu te retirais complètement du dossier d'impro, peut-être ça aurait pu tomber. Mais là maintenant qu'il y a une structure vraiment solide autour, si les personnes clés sortent de tout ça, ça va continuer quand même. Faut comprendre que pendant une vingtaine d'années, ces tournois-là avaient lieu avec, tu sais, là, ça fait qu'une école organisait quelque chose, t'avais des bénévoles qui venaient d'ailleurs, mais il y a pas une association, un stamp, c'était des particuliers qui s'impliquaient à titre de bénévoles. À quelque part, c'était fragile un peu. Oui. Puis terrifyingly fragile. Oui, c'est ça. Puis là, maintenant, je pense que c'est beaucoup plus solide, puis je pourrais pas voir que l'impro quitterait dans le niveau secondaire de Nouveau-Brunswick. Ben, je pense que ça que la FJFNB a apporté, puis le plus tard, Improvisation NB a continué, c'est avoir une personne qui est en place pour gérer la province au complet, qui crée un genre de point commun pour toutes les régions.
c'était vraiment important. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de régions qui étaient pas nécessairement sur la même page que d'autres. Il y avait peut-être des conflits entre des régions. Puis ça se réglait pas parce qu'il y avait personne pour régler ces situations-là. Si tu te sentais en conflit avec la personne qui organisait? Ben, c'est un bénévole, cette personne-là. Oui, puis fait que t'avais là... C'est encore une bénévole, par exemple. Oui, sauf qu'il y a une association en arrière, il y a un conseil d'administration. J'ai un CA. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, là, c'est comme, à cause qu'on pouvait bâtir justement une légitimité puis une standardisation du réseau, ça fait en sorte que quand il y avait des questions, des événements, des affaires, des situations qui se passaient, on avait les papiers pour nous expliquer quoi faire. On savait, c'est écrit noir sur blanc. Beaucoup de ces années-là, les règlements n'étaient même pas sur papier. Non, c'est ça. Tu sais, je pense que toi, en partie, t'as travaillé sur ça, sur créer la première version des règlements des tournois. Puis tu sais, c'est juste quelque chose qui était une tradition orale. J'avais fait ça pendant que j'étais au district scolaire, j'avais rédigé plusieurs documents parce que j'avais du temps pour faire ça, c'était vraiment cool. Mais ouais, c'est vrai. Tout le monde a mis un petit peu leur main à la pâte, puis là on a vraiment créé de quoi de super bien. Ça fait que tout le monde qui a participé à ça, je les félicite vraiment bien. Moi, je crois ardemment au par et pour. Donc, quand tu veux faire une activité pour un public cible, ça faut que ça vienne du public cible. Fait que si tu imposes de quoi à quelque chose, si les aînés, on leur dit fais cette activité-là, ça risque de pas marcher, mais si les aînés nous demandent de faire de quoi, ça fait que c'est la même chose avec les jeunes. Tu sais que ça va fonctionner, ouais. Exactement. Puis le fait que ça a venu des jeunes d'avoir cette structure-là, pour ça, je suis super confiant que ça va continuer. Puis si les jeunes restent dans le loop aussi, de pouvoir prendre des décisions sur leur structure, ça va continuer à vivre. Puis je veux dire, Improvisation NB a vraiment calqué cette philosophie-là dans sa structure parce que, tu sais, sur notre CA, on a un représentant des officiels, on a un représentant des entraîneurs, un représentant jeunesse, parce que justement, on veut que ce monde-là puisse aller chercher dans leur réseau pour comme, y a-tu des questions, des affaires qu'on n'aime pas, des affaires qui devraient être modifiées, puis le ramener au CA. C'est important pour nous autres que nos publics cibles, nos groupes, nos bénévoles, sois content de ce qui se passe, puis s'il y a des modifications à faire, il faut le faire. Fait qu'aujourd'hui, en termes d'impro, maintenant t'as plus un travail qui s'occupe nécessairement de ça. Ouais. Surtout joueur. Joues-tu encore dans la ligue? Oui, je joue encore dans la ligue. Puis, en fait, c'est vraiment... Après, j'ai passé 6 ans et demi de temps à la FGFNB, puis je manquais beaucoup l'improvisation. J'ai commencé à l'université ici en janvier. Puis là, en mars, je m'ai vraiment dit, je vais faire tout ce que je peux faire en termes d'improvisation. On a été à un tournoi à Rimouski que j'avais fait 2 fois auparavant quand j'étais au district scolaire. J'ai joué dans la ligue, à la ligue. Je fais le voyage Moncton, Batters, à tout, pas à tous les lundis soirs, mais à tous les games. Justement, à ce niveau-là, Marc-Samuel Larocque demande où est-ce que tu trouves la motivation de te rendre à la ligue quand tu habites à Moncton? Ben, c'est vraiment cette partie-là de, je voulais faire un été de, quasiment me tanner d'improvisation. Je voulais vraiment manger l'impro pendant tout l'été. Puis, en plus, je descends tout le temps avec Marc Bernier puis David Saint-Pierre, qui est deux de mes bons amis. Juste la ride aller-retour est vraiment cool. Fait que c'est comme si on serait assis dans notre salon puis on jaserait. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais c'est vraiment l'aspect que je voulais jouer beaucoup d'impro cette année-ci. Pas mal sûr, j'annonce déjà que je vais pas le refaire l'année prochaine. Là. Mais cette année, je voulais vraiment comme sortir toute l'impro qui était en moi. Puis après ça, j'ai fait le Zèbre d'Or, la 3e année. Puis en passant, félicitations aux autres qui organisent ça parce que c'est vraiment une de mes festivals préférées à chaque année. C'est super le fun. Puis je pense que c'était un manque flagrant dans l'impro au Nouveau-Brunswick d'avoir un tournoi pour adultes, justement. On voit un niveau d'impro qui est vraiment super. Les joueurs, tu vois que ça leur fait du bien de faire de l'improvisation, puis c'est le fun à voir. Là. Si je peux me permettre, je pense que c'est une de tes meilleures performances que moi j'ai vues là, dans les dernières années, facilement. Ouais. Une des raisons pourquoi je voulais jouer beaucoup cette année, c'est pour revenir mon cerveau. Je sais que tu crois pas à la rouille, mais la rouille, je pense, c'est tout égal à la confiance, disons. Là. Ma confiance est un petit peu revenue dans l'impro, puis cette année, j'ai pu jouer un peu mieux, je dirais, que les autres années, mais c'est super le fun que j'ai joué avec Joël, avec Marc, puis avec Samuel Rioux, puis une amie à Joël qui avait jamais fait d'impro, qui a joué avec nous autres, c'était vraiment fun. Quand t'es allé à Rimouski, vous aviez aussi un joueur qui avait jamais joué. Oui, ça c'était... Je trouve ça intéressant là, que tu tiens un peu à ça. Mais c'est une tendance, on dirait que à travers ta carrière. J'adore de voir quelqu'un qui a jamais... Parce que l'improvisation, c'est une discipline qui est vraiment, bizarrement, renfermée sur soi-même, je trouve. Mm-hmm. Ben, sur le groupe en entier qui est l'improvisation. Puis quelqu'un de l'extérieur de l'improvisation peut pas saisir tout ce qui se passe dans la tête d'un joueur, dans un groupe d'impro. Puis il y a vraiment une intensité incroyable qui est très difficile à expliquer juste verbalement à des gens qui est pas dans ce cercle-là. C'est ça que l'émission sert. Oui.
Mais aussi, je sais que l'on nous trouve tannant. Ouais, c'est ça. Puis, je voulais, pour le montrer à mes amis, qu'est-ce que ça peut être, l'intensité de l'improvisation. Cette année-là, on a invité un de mes bons amis, Patrick Noël, qui avait jamais vu une game d'impro. Il aimait pas vraiment ça particulièrement, mais c'est un musicien, ça fait qu'il aime beaucoup faire de la scène quand même. Puis on a mis le capitaine de l'équipe pour aller au tournoi à Rimouski, qu'on a fait quand même une bonne performance, que j'ai fait pas mes meilleures impros. Une des impros que j'ai plus aimé faire, plutôt, qui était vraiment très absurde, mais en tout cas. Tout ça pour dire que quand Patrick allait poser les questions à l'arbitre, c'était sincère. Lui allait à côté de l'arbitre, il tapait l'arbitre sur l'épaule, puis demandait « C'est quoi une rudesse? » C'était vraiment une question sincère, il voulait une explication pour qu'est-ce qu'une rudesse, puis de le voir réfléchir sur la base de l'impro pour une première fois. C'est super le fun, puis on l'a vécu avec Dominique aussi cet été, que elle avait déjà fait des pratiques ici et là au secondaire parce que ça commence à être poussé dans les salles de classe, tout ça. Mais c'est vraiment le fun de voir quelqu'un qui goûte à l'impro pour la première fois, puis qui peut un petit peu vivre qu'est-ce que c'est notre monde qui est très très particulier. On fait une ronde de questions? Oui, on pourrait. Olivier Rio a comme une question à propos de tes sideburns. Okay. C'est juste j'avais des sideburns vraiment bizarres au secondaire puis à l'université. Oh man, ces sideburns là, j'avais complètement oublié ça. Moi je me trouvais vraiment cool avec ça. Tu faisais des designs pis tout. Ben oui, ma mère est coiffeuse puis c'est qu'elle mettait du tape dans ma barbe puis tu coupes jusqu'à pas de tape. Là, ça fait des designs en barbe. Ça fait que j'ai eu mes initiales dans ma barbe, j'ai eu des éclairs, des escaliers. J'aimais ça me distinguer de cette manière-là, I guess. Ça, c'est excellent. Puis j'ai eu les cheveux longs. Oui, oh my god, c'est vrai, t'avais des cheveux longs. Jusqu'aux épaules, bouclés, c'est pas mal beau. Millie Caron sur Facebook demande « As-tu des trucs lorsque tu deviens confus dans une improvisation? » Ça sonne comme si elle pense que tu... T'es souvent confus. Confus. Je pense que je pourrais voir la confusion dans deux choses différentes, puis je l'ai beaucoup vécu justement en revenant au ZEB après 7 ans sans avoir joué de l'impro, là, d'avoir le fameux blank dans la tête. Puis quand j'étais entraîneur, la chose, c'était pas un gros truc, là, mais la chose la plus simple que je disais, c'est juste, même si ça n'a pas de lien avec ce que tu penses qu'est l'impro, dis juste n'importe quoi qui te passe par la tête, puis cet élément-là déclencheur que tu vas sortir, qui va être n'importe quoi, aller ficeler l'impro par la suite avec tout ça, là. Puis si tu comprends pas, des fois dans les mix, ce qui peut être difficile, c'est justement quand tu comprends pas l'idée de l'autre joueur, puis si l'autre joueur comprend pas ton idée, ou si les deux joueurs comprennent pas leurs propres idées, ça justement ça apporte la confusion. Je pense que le meilleur truc, c'est aller chercher vraiment un fil conducteur à l'histoire vraiment spécifique, puis t'accrocher là-dessus, puis là, disons, rallier l'impro sur ce fil conducteur-là précis, puis même au détriment d'oublier peut-être des choses que le public puis les deux autres joueurs n'ont pas compris, mais vraiment se concentrer sur un élément vraiment spécifique pour vraiment décoller à partir de là. Faut se mettre d'accord vite, là. Exactement. Le reste viendra, mais mettons-nous d'accord sur au moins une chose. Puis là, les deux vont comprendre, OK, on va travailler sur cette chose-là, puis là, le reste va probablement défiler avec tout ça. Puis de là que je reviendrai sur l'environnement, que si l'environnement est clair, c'est tellement facile d'improviser quand tu sais où t'es. Parce que là, tu peux utiliser l'environnement dans ton impro, mais si tu ne sais pas où t'es, puis l'autre joueur de la mix ne sait pas où t'es, c'est très compliqué, je trouve, à bâtir un impro dans un nuage, justement. Puis une comparée, dans les caucus, moi, la seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est où on est. Si tu me dis où on est, ça va être super facile à improviser. Si on arrive dans l'impro, on n'a aucune idée où on est, je trouve ça difficile à bâtir là-dessus, parce que si toi, tu files que t'es dans ton salon, puis l'autre personne file qui est dans la jungle, il y a des choses qui vont devenir confus, puis ça va être difficile. Y a-t-il des choses qu'on peut faire en mix pour montrer à l'autre joueur où est-ce qu'on est? Oui, tout à fait. C'est rentrer avec des actions, puis pas nécessairement avec des dires, avec du parlage. Ça fait si tu lui sers un verre en commençant, tu sais que t'es probablement à l'intérieur ou ben c'est un barbecue à l'extérieur. Ça fait que juste si tu commences avec une action concrète comme ça, ou lire un livre, des choses comme ça va déjà donner des bonnes informations sur l'environnement, puis donner des indices à l'autre joueur pour dire on va aller dans cette direction-là parce que on a déjà des choses établi dès le départ qu'on peut bâtir dessus. Isabelle Godin sur Facebook demande « Bois-tu encore de l'eau aux fruits? » En fait, oui, non, je bois même plus d'eau aux fruits. Mais cette histoire-là, c'est vraiment une histoire attachante, je trouve, de l'histoire de l'improvisation. C'est quand j'étais au district scolaire, à chaque midi dans la machine distributrice, j'allais chercher une eau aux fruits aux framboises. Je sais pas, ça a devenu une habitude que peut-être j'étais rendu addicté à l'aspartame qu'il y a là-dedans. Là. Puis le cri de ralliement de Caraquette est devenu « aux fruits ». Pendant les 3 ans que j'étais là, quand j'ai été revoir la Gougoune dorée comme 3 ou 4 ans après mon départ, le cri de ralliement est encore « aux fruits ». J'ai trouvé ça vraiment cool que ça a resté
dans l'histoire. Puis c'est quelque chose que j'adore dans... Même s'ils savent pas. De où ça vient, puis ils me connaissent pas du tout, mais ça a resté. Quelque chose que j'adore dans le monde de l'improvisation en général, c'est comment l'historique de l'impro est tellement beaucoup rattaché. Comme il y a un fil conducteur du début de l'impro de Nouveau-Brunswick jusqu'à la fin de l'impro de Nouveau-Brunswick. Puis ça que j'adore, c'est quelqu'un qui commence au secondaire, puis moi, disons, qui est rendu un joueur qui joue juste une fois par année, puis on est tous les deux dans le monde de l'impro, donc on a un lien vraiment solide ensemble, puis on peut devenir amis avec des gens de 10 ans plus jeunes que toi, que on a un lien naturel parce qu'on est dans l'improvisation tous les deux. Puis ça, j'adore ça, que ces liens naturels-là se font juste par le fait de l'improvisation. Puis comme dans d'autres activités comme le hockey, par exemple, c'est pas parce que tu joues au hockey qu'on va devenir des amis puis on pourra avoir une bonne discussion. Mais à l'impro, peu importe ton âge, le fait que t'as fait de l'impro, t'as une discussion automatique puis t'as un lien déjà serré ensemble qui est vraiment incroyable. Que c'est, je pense que c'est aucune discipline qui peut vivre cette chose-là qui est vraiment spéciale. Le fait que tu fais de l'impro, t'es dans la gang, on t'aime, on va jouer ensemble, puis je trouve ça vraiment fun de l'impro. Puis Michel a beaucoup aidé ça, que je te remercie grandement. C'est quand non, c'est je trouve que c'est de quoi de super important. C'est quand j'étais joueur, c'est comme si tous les anciens c'était mes amis sans même les avoir parlé, parce que tu comptais souvent des anecdotes sur qu'est-ce que John avait fait, qu'est-ce que Yves avait fait, qu'est-ce que Bob, qu'est-ce que Luc avait fait. C'est comme si je les connaissais comme des vraiment bons amis. À ce jour, c'est rendu que à tous les dimanches, je vais voir du football dans la cave chez John Boucher. Puis on n'a jamais joué de l'impro ensemble, mais on est reliés par l'impro. Je le connaissais super beaucoup par l'entremise de toi qui contais l'histoire de John. Par la suite, il m'a inscrit dans un pool de football avec Yves Doucette. Puis je suis devenu ami parce que je les connaissais déjà par ton entremise, I guess. Puis je trouve ça vraiment le fun que ce lien-là reste pour tout le temps. Puis j'ai tout le temps dit, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait un livre qui soit écrit sur l'historique de l'impro au Nouveau-Brunswick pour garder justement cette historique-là qui est super importante pour dans 100 ans qu'on pourra remémorer tout ça. Puis c'est le fun parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur l'improvisation, encore une fois, grâce à toi, Michel. Je te fais des louanges, c'est trop le fun. Oh, jeez, non, mais je trouve ça cool qu'il y a des écrits qu'on peut se remémorer l'historique de l'improvisation, puis de ses débuts, puis c'est de quoi il faut vraiment pas perdre, qui va être super important pour les années à venir. Une petite dernière, Isabelle? Oui, Maryse Bédard demande sur Facebook si tu pourrais nous parler de le phénomène qui était les pastels arc-en-ciel. Ah oui, c'est une question, ça? Oui. Ça, c'est une question. Ben, c'est vrai, c'est un lien avec l'impro, quand même. Ben oui, ben c'est toi puis Sylvain qui sont les pastels arc-en-ciel. On va écouter un petit extrait. Ma première date avec Suzy, ça m'a l'été en mot à dit. On est allé se lécher une glace, j'y ai paré dans la face. Je suis pas faite pour être aimée, j'ai tout essayé, yeah, y a rien qui a marché. Merci à tous. Super. Quel bel extrait. Oui, en fait, les pastels arc-en-ciel a commencé, c'était avec Napster. Quelque chose que j'aimais faire, c'était ma seul moment de troll de ma vie, c'est que je chantais puis je jouais de la flûte puis je l'enregistrais. Puis disons que je jouais de la flûte Bonne Fête. Puis là, je mettais Bonne Fête. Puis là, mon buzz, c'était de voir combien de personnes allaient downloader mon Bonne Fête. Parce que quelqu'un qui typait comme Bonne Fête voulait avoir une tune Bonne Fête pour son enfant, disons. Puis ça fait que quand j'avais fait Bonne Fête à la flûte, il y avait peut-être une 40aine de personnes qui l'a downloadé. Puis des fois, je faisais comme... j'avais une tune de Johnny Hallyday, que je mettais la tune de Johnny Hallyday, puis je chantais juste par-dessus. Puis là, quelqu'un downloadait la tune de Johnny Hallyday, puis là, il y avait une tune vraiment qui était pas agréable à entendre. Mais moi, je me trouvais quand même pas pire bon. Mais Sylvain, il trouvait ça tordant que j'étais pas capable de chanter. Parce que je suis un petit peu tone deaf dans le sens que je chante tout le temps un demi-ton au-dessus de la bonne note. Puis c'est le demi-ton qui dérange. C'est le demi-ton qui dérange, exactement. Apparemment, je m'ai amélioré, mais on n'essaiera pas ici en micro. Ben, Maxime, justement, mentionne qu'il y a une phrase qui sort de ce phénomène-là de « une chance que je sais chanter ». Oui, notre grand succès.
C'est la première tune qu'on a composée. Puis au début, on a juste vraiment fait ça pour le fun. Puis on composait des chansons, puis on mettait ça sur le numérique, puis on l'envoyait à nos amis. Puis le monde a commencé à aimer ça bizarrement. Puis le tout a vraiment développé quand on a fait une levée de fonds pour aller à la QI, justement. Puis on a fait un gros spectacle chez nous. Le monde avait payé 5$, ils avaient un CD pour rentrer. Il y avait quelqu'un, je me rappelle même plus qui était la personne, mais il y avait quelqu'un qui était au party, qui nous avait entendu, qui nous a demandé pour jouer. Ben en fait non, c'était André Roy qui était au party, puis il nous a demandé pour jouer au mercredi de l'humour. Puis là on a joué là. Puis par la suite, il y a quelqu'un qui nous a demandé de faire la première partie des 3 accords. Puis il a demandé à moi en premier, puis moi j'ai dit non, es-tu malade, on est vraiment mauvais, puis je veux vraiment pas faire ça. Mais après ça, cette même personne-là a demandé à Sylvain, puis Sylvain a dit ben oui, on va le faire. Ça fait moi j'étais comme ça me tente vraiment pas de faire ça parce que Sylvain lui c'est le musicien du groupe. Puis moi, je suis la personne qui se fait humilier. Mais finalement, on a joué devant 1200 personnes. Puis il y avait quand même, je dirais, 500 personnes qui nous enjoyaient vraiment sur le 1200. Des gens avec des chandails, des gens avec des pancartes pour nous célébrer. Mais ça continue plus loin que ça, des gens qui nous ont demandé, voulez-vous en disquer professionnellement? Puis on aurait été probablement dans le top 10 de l'Arcam, des niaiseries comme ça. Puis moi, j'étais pas intéressé à continuer. Puis tu n'as pas ton nom là-dessus. Non, ça peut-être ça m'aurait affecté encore à ce jour. C'était un étrange de Ninja Sex Party. Tu sais, ouais, genre, là, un duo ça, comique, absurde. Personnages, là, exactement. Des personnages. Puis si on avait continué, on aurait probablement plus ficelé sur un show d'humour avec du stand-up entre les chansons. Ouais. Mais là, à la base, on était pratiquement juste du monde qui chantait, que moi je chantais mal, puis on avait des chansons humoristiques. À la Mecque, on est des vraies vedettes, là. La Mecque Chupagan, là. Si on fait un spectacle, on remplit 400 personnes facilement, là. Les tantes et les menoncles de tout le monde. Vous en faites? On n'a pas fait, mais si on en fait un moment donné, je suis sûr qu'on remplit. C'est niaiseux de même. Mais moi, j'espère qu'on va le refaire quelque temps dans notre vie. On en parle de temps en temps, mais on n'a jamais le temps. Comme que je fais tout, je repousse à ma retraite. Ça fait à 65 ans, checkez ça, les pastels d'arc-en-ciel, back. Excellent. On va prendre une pause à ce moment-ci. Oui. Et au retour, on parle de leadership avec Rémi Goupy. Reste avec nous. On est de retour. Michel Albert à ce micro. À l'autre micro, Isabelle Gauguin. Allô. Et notre invité au troisième micro, Rémi Goupy. Yo. Rémi, on parle de leadership, la capacité de leadership qu'on développe en impro, tout ce qui entoure le leadership. Puis j'aimerais commencer par dire que j'haïs le terme leadership. OK. Ah, ouais, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Je trouve ça étrange qu'on n'a pas un mot en français pour ça. Oui, en plus, ouais. Leadership a été traduit avec le EUR. Ouais, on utilise le leadership. Leadership, c'est encore pire. Ouais. C'est un petit peu c'est comme balado-diffusion. Commençons par la question qui est la plus évidente. D'ailleurs, Basse Lévesque, un gars évident, oui, qu'on a évidemment direct au but. demande c'est quoi un leader et comment on reconnaît un leader. Donc, c'est quoi le leadership? Je dirais il y a plusieurs définitions, puis chacun a sa propre définition de leadership. Ça fait... je vais commencer par dire les définitions que j'aime pas. Puis je pense que c'est un problème à l'école secondaire en général, pas seulement à l'impro, mais quand on parle de leader à l'école secondaire. Souvent on allait dans les colloques de leadership, puis on montrait que la personne qui crie le plus fort est le meilleur leader. Ça c'est de quoi que je déplorais totalement, puis je trouvais ça vraiment désagréable. Disons, selon moi, tout le monde peut être un leader à différentes manières. Puis ma définition de leader en fait, c'est affecter un groupe par ses actions. Ça peut être des actions quand tu dis un témoignage, ça peut être des actions quand tu fais des choses sans parler nécessairement, mais avec ton travail puis avec ton effort. La chose que moi, qui est plus importante chez moi, quand que je veux prendre la position de leader, puis je l'utilise beaucoup en tant que gestionnaire, puis aussi en tant que joueur d'impro, je trouve ça important que le leader met en valeur ses pairs dans les bons moments, puis que le leader prend le contrôle dans les moments difficiles. Puis je trouve que ça va vraiment bien en tant que gestionnaire, quand un employé, un collègue de travail fait de quoi de vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment important que c'est cette personne-là qui a vraiment le crédit, qui est vraiment mis en valeur. Quand on devient ambassadeur d'un certain projet, qu'on rappelle tout le temps que c'est cette personne-là qui a fait une différence dans le dossier. Mais quand une personne, un collègue de travail fait une erreur, souvent j'avais le réflexe de dire non, c'est notre faute, puis on met le blâme sur moi en tant que leader. Parce que la personne qui a fait une erreur, souvent tu le sais. Puis t'as déjà assez de pression sur toi-même parce que tu sais que t'as fait une erreur.
Fait que tu peux pas avoir de la pression extérieure encore plus que tu peux recevoir. Ça fait en tant que leader, je pense que c'est important d'aller chercher, aller prendre cette problématique-là puis la régler par toi-même puis mettre ça sur tes épaules. Puis à l'impro, le lien qui est vraiment facile à faire, c'est quand on a une bonne game en équipe, c'est vraiment bon de souligner qui a fait des bonnes impros pis tout ça. Quand le match va bien, il y a une bonne confiance, c'est le temps de faire jouer tout le monde a vraiment du plaisir, c'est le temps de vraiment séparer le temps de jeu. Mais quand ça va mal, puis tout le monde est down, puis là, il y a plus personne qui va embarquer sur la glace, c'est là que le leader va dire « Ah, moi je vais la prendre, puis on va donner une nouvelle énergie à ce parti-ci, donner un bon spectacle, puis vraiment aller plus loin, puis quand ça va pas bien, prendre le contrôle, puis essayer de ramener ça du bon côté. » Ça fait moi, leader, c'est vraiment de ce côté-là, de quand ça va bien, puis quand ça va moins bien, que t'agis vraiment différemment, mais c'est vraiment là que moi, c'est important pour moi, dans ces deux aspects-là. On se rejoint, je pense. Je sais pas qu'est-ce qui vient en premier. Est-ce qu'on a adopté ces valeurs-là en tant que joueur d'impro? Parce que ce que tu as dit là, c'est une vérité que je pense que beaucoup d'équipes vivent. C'est comme ça que ça marche. Mais on a tous aussi travaillé dans le mouvement jeunesse. Et puis dans le mouvement jeunesse, faire sûr que nous autres on est en arrière-scène, puis faire sûr que le jeune, qui est le jeune leader, c'est eux autres qui prennent le crédit, puis pas, tu sais, il y a une tranche de la société qui va regarder l'adulte, qui est pourtant juste un employé, quelqu'un de background, puis dire ah ben l'adulte a fait toutes les décisions, puis le jeune est juste il est sur la raide, là. Puis ça, on veut pas que ça paraît. Puis c'est pas vrai non plus que c'est ça qui se passe. Non, c'est ça. Puis à la Fédération des jeunes, je trouvais ça vraiment important que c'est tout le temps les jeunes qui étaient mis en valeur, puis c'est l'association des jeunes comme telle. Puis moi, je suis juste un outil pour les jeunes. Puis c'est la même chose quand on organise un tournoi d'improvisation, c'est vraiment les jeunes. Puis comme moi, ça me dérange grandement quand il y a justement des adultes dans les tournois d'impro, par exemple, comme disant un arbitre qui fait vraiment tout le show, ou qu'un entraîneur qui prend tout le contrôle de son équipe, puis les jeunes peuvent même pas s'exprimer eux-mêmes puis atteindre leur plein potentiel. Quand que je vais voir des impros du côté secondaire, c'est de quoi qui me dérange grandement, que non, on est là pour les jeunes, vous êtes pas là pour vous-même, en fait. Toi, t'as vraiment divisé ça en 3 catégories. Oui. Fait qu'on va parler de joueurs, oui. Leadership en tant que joueur, leadership en tant qu'entraîneur. Et qu'est-ce qui est le troisième? Je l'ai appelé citoyen. Mais ouais, on peut commencer en tant que joueur. Puis, je pense que c'est tout là que la plupart des gens commencent l'improvisation. En tant que joueur, la chose la plus importante, je pense, c'est le pilier de la disponibilité. Pour être un bon leader, je pense, c'est la chose la plus importante. T'as pas besoin d'être efficace. Mais c'est la disponibilité dans le sens que, comme j'ai dit tantôt dans l'intro, que quand ça va mal, faut que tu sois disponible, puis tu sois là pour appuyer tes coéquipiers, appuyer ton équipe, puis jamais dire non, justement, qui est une des grandes choses de l'impro qui est clé. J'aimerais ça, là, une question, je sais pas ce qu'on est prêt pour cette question-là, qui est sur Facebook, la question du lien entre capitaine puis leadership. La question de Gabriel Gagnon sur Facebook, est-ce qu'un leader en impro doit nécessairement être le capitaine? Je trouve que c'est une question qui est super intéressante, en fait. Oui, parce qu'on parle de leadership, puis on sait que le capitaine, peut-être même l'assistant capitaine, l'entraîneur, certainement, peuvent prendre du leadership, peuvent prendre ce rôle-là, mais peux-tu être le 6e joueur dans l'équipe puis démontrer du leadership? Ça revient à ma réflexion de tantôt quand je disais quand j'étais capitaine, j'avais un feeling que mon jeu augmentait, mais je trouve ça totalement niaiseux que de dire qu'il y a le capitaine qui exerce plus de leadership. Selon moi, les 6 joueurs exercent leur leadership à leur façon, puis c'est vraiment important que tout le monde se ressent qu'ils font une différence dans l'équipe. Peu importe si t'es capitaine, assistant capitaine, 6e joueur, substitut, joueur qui a même pas fait l'équipe, tout le monde doit exercer un leadership vraiment important. En tant que capitaine, oui, c'est sûr qu'il faut que tu travailles pour s'assurer que le spectacle est bon, que l'équipe va bien dans son ensemble. T'as ces réflexions-là, comme moi, quand j'étais au secondaire, il y avait l'aspect que je devais être entraîneur en même temps, ça fait que j'étais un petit peu plus loin de ce côté-là. Mais disons que t'es substitut. C'est bon exercer un leadership de positivisme. Si t'es le substitut qui fait « Ah, je vais pas encore jouer ce game-ci », ça va donner un esprit un petit peu plus négatif dans l'équipe. C'est atroce avoir ce joueur-là. Exactement. Puis le joueur qui a même pas fait l'équipe étoile, même pas substitut, c'est bon aussi d'avoir ce positif-là, puis de avoir la drive de s'améliorer. Parce que en tant que haut joueur, c'est tellement intéressant. Comme moi, quand j'étais un joueur, j'adorais discuter d'impro, puis ça me mettait en valeur que quand il y avait des joueurs qui voulaient s'améliorer, qui venaient me poser des questions à moi, puis moi aussi, j'apprenais beaucoup des questions qu'ils me posaient. Ça fait que même en tant que joueur qui a pas fait l'équipe, le fait de voir qu'il y a d'autres joueurs qui s'intéressent à l'impro, puis t'es pas juste une petite équipe de 8, mais t'es un grand groupe qui aime l'impro, ces gens-là exercent aussi du leadership. Puis, dans l'équipe, chacun ses forces, chacun ses faiblesses. C'est important de ressortir ce leadership-là selon les forces de chacun. Si un joueur qui a une super grosse énergie, qui ne peut pas contenir, c'est vraiment intéressant que ce joueur-là peut donner cette énergie-là au reste de l'équipe. C'est pas nécessairement un capitaine, ça peut être n'importe qui dans l'équipe. Puis moi, je trouve le rôle de capitaine, c'est plus le remerciement de dire « Ah, t'as fait du bon travail au cours des
dernières années, on te remercie avec la badge du capitaine. C'est pas nécessairement parce que t'es le meilleur leader de l'équipe, mais c'est juste parce que c'est un remerciement au cours des années. Je le vois plus comme ça. Parce que dans le fond, tu demandes à tous les joueurs d'exercer ce leadership-là. Exactement. C'est pas à cause que t'as un C sur ton chandail que tu dois plus être un leader. Ouais. Surtout au niveau comme universitaire, ou ben même comme aux Zèbres d'Or, par exemple, quand t'as un joueur, le rôle de capitaine, je le vois comme dans les ligues adultes, je le vois plus comme faire des bons punchs pour les questions à l'arbitre. C'est ça qui est le plus grand rôle du capitaine. C'est pas nécessairement le côté disponibilité, ces choses-là, parce que ce niveau-là, selon moi, tout le monde devrait avoir ces belles grandes qualités-là. Mon leadership aux Zèbres, je pense, c'est de organiser les inscriptions de l'équipe. C'est pas mal ça qui est mon plus gros rôle de leadership. Mais au niveau secondaire, je pense qu'il y a différentes personnes qui peuvent aller chercher des rôles très importants des leadership. Puis pas nécessairement avoir le C. Ben moi, par exemple, dans mon équipe étoile, je laisse la décision de capitaine à très 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 tard. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas vraiment important. Tout le monde a quelque chose à apporter qui peuvent guider comme une fois. S'ils sont demandés, ils devraient être capables de justement leader quelque chose au besoin. Puis j'aime balancer tout le monde de même. Fait que là, quand ils reçoivent le rôle de capitaine, ils voient quand même tous les autres comme un ego, comme tout quelque chose que quelqu'un peut leader puis contribuer chacun individuellement. C'est pas juste, la pression est pas toute sur eux non plus. Ça comme diffuse ça un petit peu. En tant qu'entraîneur, as-tu déjà vu des joueurs qui étaient déçus de pas être capitaine? Oui, c'est ça. Ouais. C'est parce que il y a beaucoup de monde qui mettent le rôle sur un genre de pedestal. Ils ont l'impression que s'ils ont pas été capitaine à main dans leur vie, mais ils ont failli à l'improvisation dans leur processus, dans leur cheminement. Ouais. Pareil comme il y a certaines personnes qui se sentent comme ça par rapport au prix. C'est j'ai jamais gagné plus utile, ben c'est une faillite d'improvisation, tu sais. Mais il y a beaucoup de monde aussi qui ne veulent pas être capitaine. Non. C'est là qui sont soulagés de pas être sélectionnés. Puis je pense que ça c'est la même genre d'affaire, c'est comme un veut être la star, le capitaine c'est comme la personne que le monde focus dessus dans l'équipe, puis l'autre c'est comme je veux pas la responsabilité. Parce que justement comme tu as dit, je suis d'accord avec toi de ta définition, si le match va pas bien, ça se peut que le capitaine se dise ben c'est à moi là. C'est moi qui a failli mon match là, tu sais là. Fait que je pense qu'il y a cette peur là aussi avec le rôle. Je pense aussi que quand on parle d'un leadership étendu, ce que tout le monde en démontre, je pense qu'une des qualités de leader, tous joueurs confondus, postes confondus, pour moi, c'est vraiment le capitaine peut accepter une responsabilité accrue si tu veux, ou en tout cas, il y a peut-être bien un joueur qui l'accepte cette responsabilité-là, mais on devrait tous avoir la même responsabilité, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une équipe, qu'on peut pas laisser tomber cette équipe-là. Ouais. Donc, je ne vais pas devenir égoïste pendant un match, essayer de me prouver, puis détruire les impros des autres. J'ai déjà joué avec des joueurs comme ça, là, où des destructos, hein. Ben, tu sais, ils rentrent, ils sont pas dedans ce soir-là, ils font quelque chose qui marche pas, puis là, ils se disent « Oh non, faut que je montre au monde que je suis bon ou je suis bonne, là. » Fait que je rentre, puis j'en détruis, puis j'en détruis, puis j'en détruis. Ouais. Par égoïsme. T'es pas en train de jouer pour les bonnes raisons, là. T'es pas en train de jouer au support de ton équipe. Et le spectacle. Ouais, tu veux jouer jusqu'à temps que t'as une bonne impro, puis c'est tout, là. C'est le but, c'est plus spectacle. Mais de la même façon, tu peux pas juste t'asseoir sur le banc puis dire « Oh, je vais pas jouer » ou quand ils vont m'appeler, je vais pas y aller. Tu sais, là, tu fais partie d'une équipe, t'as accepté cette responsabilité-là de faire partie d'un tout, tant aussi longtemps que je suis en santé, là, dans l'histoire. Mais juste kicker ton corpse dans la haine. Ouais, mais c'est exactement ce que tu parles de disponibilité. Oui. Faut toujours que tu sois disponible. Je ne care pas si t'es capitaine ou pas. T'es-tu là pour jouer? Ben joue. Exactement. Ben joue. Puis ça, c'est ton leadership. Ben je pense que on dirait qu'il y a une dimension à la disponibilité que j'avais jamais vraiment réfléchi, mais c'est le contraire aussi, de réaliser que t'as trop été disponible, puis que là, faut que tu prennes du recul. Puis ça vient avec beaucoup de recul, puis de leadership, puis de compréhension d'être dans une équipe. Mais de prendre ce recul-là pour faire, OK, moi, faut que je rende d'autres mondes disponibles tout de suite. Moi, faut que j'encourage les autres. On parle d'une maturité qui vient avec un leader. Le leader a peut-être une expérience de plus que les autres, donc ils veulent le suivre, ils le voient comme un guide. Donc t'as peut-être bien plus d'expérience, un peu plus d'âge, mais tu devrais avoir cette maturité-là, de savoir exactement quand est-ce que c'est le temps que quelqu'un d'autre devrait shiner, quand est-ce que toi tu devrais y aller, quand est-ce que c'est une vision plus globale de l'impro. C'est ça. Puis dans l'arène comme telle aussi, des fois on va avoir des joueurs moins expérimentés qui vont jouer avec un joueur plus expérimenté. Puis encore une fois, quand t'as un joueur expérimenté, c'est super important de mettre l'autre joueur en valeur puis pas nécessairement l'humilier. Michel, je trouve c'est un bel exemple de je te louange beaucoup aujourd'hui. C'est juste des fleurs aujourd'hui. Ouais. T'as décidé que c'est moi qui allais shiner, vois-tu. C'est ça exactement. Mais puis moi je suis pas content. Ouais. On va s'occuper de toi plus tard. Ouais, c'est ça.
Mais le fait de aller chercher un joueur qui a un petit peu plus de difficulté, puis le mettre en valeur. Donc, dans une impro, quand tu exerces un leadership en vue d'un meilleur spectacle, je pense que c'est bon de aller mettre un élément dans l'improvisation qui va mettre le joueur qui a jamais fait d'impro, qui a peu d'expérience, le mettre vraiment sur le dessus. Puis je pense que c'est ça que j'aimais beaucoup faire aussi avec les joueurs qui avaient jamais fait d'impro. On le mettait dans une situation vraiment facile pour ce joueur-là. Puis cette personne-là pouvait vivre une expérience vraiment bien parce qu'on avait mis les éléments en place pour cette personne-là shiner pendant cette impro-là. Pour revenir aux ateliers qu'on faisait dans les écoles secondaires où on mettait beaucoup d'accent sur les présentations orales, c'était vraiment beaucoup pour mettre la personne en confiance. Puis on le fait un petit peu à l'improvisation où on met tous les éléments possibles d'un joueur qui a plus de difficultés. C'est tannant de voir un joueur, c'est pas tannant là, mais c'est des fois il y a des joueurs qui vont profiter que l'autre joueur est un petit peu plus stressé, un peu plus faible, puis il va juste comme prendre l'impro à lui seul, tout mettre la gloire sur eux autres. Je pense que c'est le moment le plus important d'un joueur d'impro de réussir une improvisation. C'est un moment incroyable, c'est ça que tu vas accrocher les joueurs d'impro. Les premières pratiques pour la nouvelle année en tant que l'équipe au niveau secondaire, mes premières pratiques étaient tout le temps pour mettre les improvisateurs qui avaient jamais mis les pieds dans l'arène, les mettre en confiance, puis les faire shiner. Ça fait qu'on faisait beaucoup des pratiques que le moule était déjà un peu établi. Ça fait que c'était presque impossible de faire une mauvaise impro. Ça fait que c'était un petit peu de l'impro dirigé, mais le joueur ressortait de la pratique. Waouh, ouais, je suis bon à l'impro, je suis capable de faire de l'impro. Je vais retourner, puis là on augmentait la difficulté au cours de l'année. Juste bâtir cette confiance-là, puis c'est, comme tu dis, l'expérience positive qui vient avec réussir puis être valorisé. Ça encourage juste, ça c'est les personnes pour là, comme tu dis, monter le niveau après, essayer des plus gros défis puis leur donner la piqûre de l'impro, bon, souvent. Ouais, parce que t'as dit le mot magique de l'impro qui décrit toute l'impro, c'est la confiance. C'est bizarre comme les dernières années au ZEB, j'arrivais au ZEB puis ma confiance était zéro, puis c'est ça que moi, la rouille égale à la confiance, là. On a encore tous les mêmes instincts, tout ça, il y a pas de problème avec ça, mais le fait d'avoir perdu la confiance au lait, c'est difficile à ramener cette confiance-là. Puis cette année, j'ai fait beaucoup d'impro pour essayer de ramener un petit peu cette confiance-là pour arriver dans l'impro puis dire des choses. Ah ouais, ça va être ok. Puis là, d'avoir cette appréciation-là de ses pairs puis du public, c'est en tant que leader, je pense que c'est important d'essayer de faire monter la confiance de tous les joueurs qui t'entourent. Martin Légère sur Facebook, prenons une question ici, dit étant un leader, quoi faire quand un joueur de ton équipe ruine ton impro? Donc, on parle de joueurs peut-être plus faibles, tu sais, toi t'es dans une impro, tu sais, un joueur avec peu d'expérience peut-être. Ou peut-être un joueur très égoïste qui prend pas la peine d'écouter. T'sais. Quelqu'un ruine ton impro. Toi t'es un leader, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est important mon grand truc, c'est prendre un élément de ça puis essayer de tout ramener à un élément vraiment précis. Je dois avouer que souvent ça m'affecte. Un joueur parce que j'ai un exemple vraiment concret de la ligue, que moi et Anne-Marie Bernier, on faisait une mix que j'adorais. On était dans un chalet, il y avait une avalanche qui a été sur le chalet, puis on était pris dans le chalet, puis c'était vraiment une impro intense. Il y a un joueur qui est rentré, puis il a dit « Je suis un pingouin, j'ai chié dans votre porte. » Oh non! Puis ça m'a détruit complètement. Puis en fin de compte, j'ai seulement ignoré le fait qu'il avait fait ça. Puis on a juste continué notre impro, mais le pingouin est revenu tout au long de l'impro. Oh. À la fin, fallait comme l'intégrer dans... Je pense que c'est ça, c'est quand il y a quelqu'un qui détruit un peu, mais c'est essayer d'intégrer des éléments, parce que dans toute chose, tu peux tout le temps trouver du positif dans toutes les choses dans la vie. Je suis vraiment un croyant de ça, il y a du positif dans tout. C'est aller chercher le positif de qu'est-ce que le joueur, disons, Destructo a donné, puis aller chercher cette petite chose-là, puis la ramener dans l'impro, puis garder cet élément-là pour avancer avec ça dedans. Je pense que c'est vraiment ça qui est le truc, c'est aller chercher ce que t'as aimé, puis continuer là-dedans. Puis ça, est-ce que c'est strictement en jouant, ou par la suite, quand tu parles avec ce joueur-là, si par exemple on debrief en équipe ou quelque chose, il y a une façon d'aborder ce sujet-là avec quelqu'un sans que ça soit agressif? Oui, puis je pense que c'est important de le faire parce que la personne, disons qu'elle a voulu bien faire, je suis sûr, elle voulait donner un bon spectacle. Ça fait, j'ai été en parler par la suite, puis c'était un joueur de l'équipe adverse, puis j'ai dit, j'ai trouvé ça dommage que t'as apporté cet élément-là parce que t'as brisé un peu le mood de l'impro. Lui, il comprenait pas vraiment que différentes impros pouvaient avoir un mood. Ça fait, dans cette discussion-là, on a pu comme élaborer là-dessus que des fois, tu vas avoir un mood beaucoup plus loufoque, des fois beaucoup plus dramatique, des choses comme ça. On a eu un grand apprentissage tous les deux à discuter sur le fait que différentes impros avaient différents feelings qu'on veut respecter, puis des fois, quand t'apportes une nouvelle tangente qui peut briser un feeling, ça peut gâcher un impro. Ça fait que on a eu une discussion en elle, j'étais pas enragé après lui. Là. En dedans, j'étais comme, t'as gâché nos bonnes impros cette année. Overall, on a tout appris de ça, puis c'est bien. Je pense que aussi, on a une responsabilité en tant que joueur plus vieux, quand on est des vétérans,
justement, là, moi, j'ai toujours trouvé ça important d'aller parler un peu d'impro avec les recrues. Oui. Puis des gens qui étaient peut-être pas bons, là, tu sais, dans mes années dans l'ICUM, tu remplissais les bancs, là. Presque tout le monde faisait la ligue, etc. Donc, il y avait des gens là-dedans qui jouaient leur 1 ou 2 impros par match. Ils aimaient être sur le banc. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de Ils voulaient être dans la gang. Ils voulaient être dans... Puis même, là, tu sais, ils se sentaient beaucoup à l'écart, ils jouaient très peu, ils étaient pas en train de s'améliorer, il y avait pas comme les bases que ça aurait pris. Mais si jamais personne leur parle, c'est ça qui arrive. Les gros joueurs se tiennent ensemble, parlent pas avec ces joueurs-là, fait que ces joueurs-là sont jamais en train de se sentir valorisés, tu sais. Si tu vas parler avec eux autres, puis tu leur donnes, tu sais, un bon mot de temps en temps, tu sais, un compliment de temps en temps, un petit conseil de temps en temps, puis c'est très apprécié de ces joueurs-là, puis là, c'est là que tout d'un coup, ils se sentent plus confiants, puis peut-être qu'ils vont s'améliorer en faisant ça, mais on a une responsabilité en tant que, tu sais, moi, je veux pas qu'un kid vienne me dire comment jouer, là. C'est pas vrai. Je veux ça aussi. Je veux ça aussi. Mais tu sais, peut-être qu'un vétéran pourrait penser ça. Ouais. Mais pour le jeune joueur, qu'un vétéran l'approche puis lui dise des choses, c'est important qu'est-ce que tu leur dis, parce que les autres te voient comme une idole. Les autres te voient comme quelqu'un qui était là bien avant eux autres. C'est intimidant. Puis ils peuvent t'admirer, tu sais, peut-être, à tort et à travers des fois, mais fait que quand tu leur dis quelque chose, ça a du poids. Puis faut que tu saches ça. Fait que la chose que tu leur dis, elle est mieux d'être positive puis constructive, parce que ce que toi tu dis, ça a une importance pour eux autres que toi tu réalises pas. Puis là, tu fais le sandwich, un positif, un négatif puis un positif. c'est Gestion 101. C'est ça que c'est. Ouais. Ben, je trouve ça intéressant on a touché un petit peu sur ça, que la dynamique entre des joueurs ou entre des gens différents d'expériences d'impro. Parce que moi, je crois beaucoup dans la philosophie que l'impro, c'est pas comme une hiérarchie, c'est plus comme un blob. Où est-ce que moi, je peux apprendre de toi qui est plus jeune ou qui est plus vieux que moi ou qui a une différente sorte d'expérience, même si tu sais là, en principe, moi, je devrais être la personne qui sait. Ouais. Juste à avoir, comme tu dis, avoir cette discussion-là avec un autre joueur qui est plus jeune, qui se voulait donner conseil à cette personne-là, ben, ça devient une discussion. Puis à travers la discussion, tu réfléchis sur des affaires que peut-être toi, t'avais pas réfléchi tant que ça dessus. Puis t'apprends à travers ces interactions-là. Fait que même s'il y a quelqu'un plus jeune, tu peux quand même apprendre beaucoup de ça. Puis je pense qu'en impro respecte beaucoup ça, parce qu'on apprend des arbitres, mais les arbitres apprennent des questions des jeunes qui sont jamais fait poser ça, puis à cause de ça, tout le monde a une part importante dans le discours. Puis je pense que l'impro est vraiment avant-gardiste pour ça, parce que même dans la société en général, je trouve qu'il y a un retournement général que les jeunes leur opinion est plus acceptée qu'elle était avant. Avant, t'as totalement raison que si t'es plus vieux, tu connais plus que le jeune. Mais même en impro, moi j'ai vraiment comme toi la philosophie que tout le monde apprend de tous, parce que veux pas, un jeune a la vision de la vie différente de toi, puis cette vision-là, tu la comprends pas. Ça fait, pour la comprendre, faut que tu interagisses avec, puis tu vas comprendre une idée différente. Puis à l'impro, justement, je trouve par génération d'impro, on a des styles d'impro assez spécifiques. Puis, veux pas, en tant que vieux joueur d'impro, des fois, je comprends pas justement cette nouvelle vision des choses-là, puis c'est important de jaser. Puis être à l'écart du jeu, je trouve que c'est un petit peu difficile de revenir dans le jeu, justement, puis jouer avec des plus jeunes. Ben, c'est pas difficile, c'est vraiment le fun parce que tu vois un aspect différent de l'impro, mais ça prend du temps à rattraper un petit peu pour mieux comprendre les réflexes, parce qu'en impro, c'est je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Puis des fois, quand il va nous donner, quelqu'un de nouvelle génération va nous donner un indice dans l'impro, on va pas nécessairement la capter de la même manière, puis c'est moins naturel, mais c'est excitant parce que c'est nouveau. Ouais, parce qu'on essaie de devancer, là, tu sais, t'essayes de jouer aux échecs, puis d'avoir moi je te donne ça pour que tu me donnes ça, parce que je veux te donner ça, mais on n'a pas les mêmes référents. Puis là, exactement. Ça va pas où ce que je pense que ça va aller. Puis je pense qu'il faut rester ouvert à ça. Puis c'est excitant, pas frustrant. Exactement, ouais. Puis Manu, t'as raison, ouais, c'est tous les référents culturels. Moi, je vais faire des jokes des années 90, mais le jeune de 18 ans va rien comprendre. Pourquoi moi, je l'ai fait comme ma meilleure joke de ma vie, là. Puis l'autre jeune va faire comme blank, va pas comprendre. Fait qu'il faut que tu t'adaptes à ça. Puis oui, puis c'est l'âge des membres du public par Kiskiori. Oui, exactement. Basse Levesque sur Facebook demande comment est-ce qu'on trouve sa place dans une équipe ou une ligue? Bonjour Jean-Sébastien. En fait, je trouve que c'est une problématique de l'impro, en fait, ça. C'est une activité, comme je disais, qui est tellement le fun puis tellement spéciale, mais l'impro apporte souvent des clics. Puis je pense que c'est comme sans le vouloir. Même je suis persuadé que c'est sans le vouloir. On est tellement intense dans notre discipline, ça fait que quand quelqu'un essaie de rentrer dans ce regroupement-là, c'est très très difficile. Mais les trucs pour rentrer là-dedans, en tant que, puis Mike, tu l'as dit tantôt, en tant que leader qui est déjà dans la ligue, je pense que c'est
important d'aller avoir des discussions 1 à 1 avec les nouveaux joueurs pour voir leur intérêt, voir qu'est-ce qu'ils aiment, puis justement leur donner cette confiance-là à l'intérieur de l'impro pour qu'ils puissent s'intégrer. Puis si on est un nouveau joueur, je pense que c'est juste justement prendre les devants, puis aller jaser 1 à 1 pour apprendre à connaître plus les gens séparément, puis pas nécessairement les gens dans un groupe, parce que surtout à l'impro, en groupe, on est comme des piranhas, là, comme non, mais t'as pas quelqu'un qui est pas dans le groupe, il va se sentir souvent rejeté. Ça fait, je pense, important d'aller faire du one-on-one, apprendre à connaître les gens séparément, puis là, tu vas devenir un piranha avec. Je pense qu'il faut comprendre que, oui, non seulement on laisse pas personne... nous autres, oui, on est piranha. Tout ouais. Mais juste parce que on est intense, c'est de l'intense, puis de l'honnêteté intense souvent. Oui. Puis ça peut être difficile. Mais je pense aussi que quand tu arrives de l'extérieur, il y a des gens qui ont bâti une chimie. C'est extrêmement chimique, l'impro. Parce que dans ton équipe, t'as une chimie. Ouais. En dedans de ta ligue, t'as peut-être une chimie. En dedans de 2 joueurs seulement, t'as une chimie des fois. T'as des chimies. C'est facile de voir cette chimie-là puis dire, je ferai jamais partie de ça. Ils sont trop proches. Oui. Puis ça, faut jamais tu rejettes dès le début. Puis c'est ça qui est la grande crainte, c'est quand t'arrives à un grand groupe, c'est complexe, mais si t'arrives à 1 je pense que c'est ça qui est le grand truc. Puis une des choses que tu disais tantôt à propos d'avoir entendu les histoires des autres, puis tu te sentais que tu faisais partie d'un continuum, comme oui, du 1 à 1, mais aussi du s'assire là puis écouter les histoires des vieux, là. Premièrement, ça flatte les vieux. Exactement, ouais. Mais ça fait un corpus d'histoires en commun. T'étais pas là, mais tu l'as entendu l'histoire. C'est comme si je suis là maintenant. Ouais, puis là, t'étais plus sûr, t'étais-tu là? Moi, j'ai plein d'histoires d'anciens que je sais comme j'étais-tu là? On l'a tellement entendu J'ai des histoires d'anciens où ce que je place Isabelle, mais elle était pas là. Non. Mais je pense qu'elle est là, parce qu'elle connaît l'histoire. Puis là, tout d'un coup, tu comme réalises que ça fait pas de bon sens. C'est comme, non, t'étais en 11e année cette année-là. Ça se peut pas. Ouais. Bon, on parlait d'une affaire l'autre jour, où ce que t'étais, mais évidemment, moi puis Isabelle, on était une affaire. Non, c'était comme Caroline McNally. Mais je sais qu'Isabelle a déjà parlé de cette histoire-là avec moi, donc, j'ai l'impression qu'elle était là. On fait partie Fait que c'est juste s'asseoir là, puis écouter, puis poser des questions de temps en temps. Puis là, tout d'un coup, on fait toute partie de cette histoire commune-là. Ouais. Puis là, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise avec le temps. Puis tu vas faire partie de l'histoire. Tu vas faire partie de l'histoire. Puis je pense que ça, peut-être que ça va te coûter du temps, mais je pense que ça, c'est plus profiteur que après le match courir chez vous, là. Oui. Tu sais, reste, parle avec les gens avec qui t'as joué, parce que c'est ta présence qui va faire en sorte que t'es intégré. C'est niaiseux de même, c'est avec le temps. Te voilà. Ouais, ça c'est vraiment... Il faut être patient, puis faut rien prendre au sérieux à quelque part aussi. Je veux dire, il y a une partie de l'élément clic que c'est aussi quelqu'un comme... Pour qu'une clique existe, faut qu'il y ait du monde qui file, qui font pas partie de ce groupe-là. Il y a l'élément de faire comme, je ferai jamais partie de ça, fait que je vais pas essayer non plus. Ouais, ça va des deux côtés. Mais les deux côtés doivent faire un effort. Exactement. Finissons ce volet-là avec une question de Gabriel Gagnon qui demande « Qu'est-ce que le leadership amène dans l'arène? » Dans une impro. Je pense que c'est vraiment être la personne qui va construire l'histoire. C'est vraiment l'aspect de construction, je pense, que le leadership va vraiment aller chercher là-dedans. Puis comme j'aime mettre les gens autour de toi en valeur, puis même toi-même en valeur à quelque part. Malgré que j'ai l'aspect compétitif qui vient de mes années sportives, l'aspect de que tout le monde se sente bien est vraiment important pour moi aussi. Puis moi, c'est la manière que je vais chercher mon leadership. Je pense que tout le monde peut augmenter leur jeu d'un cran, puis vraiment s'ajuster avec qui tu joues, c'est super important. Puis, à revenir à l'impro, je pense que c'est une de mes difficultés, justement, de s'ajuster à des gens que tu connais aucunement. Malgré qu'au niveau universitaire, ça allait bien quand je jouais avec d'autres universités, mais quand je joue avec d'autres générations, des fois, c'est moins évident. Mais je pense que c'est ça, c'est s'ajuster selon le jeu de chacun, puis vraiment faire élever le jeu de tous. Mais je pense qu'à un certain point, juste la formule de base d'impro fait un miroir avec ta définition du leadership, où est-ce que si moi je te propose quelque chose, en tant que leader, tu fais, OK, il y a des affaires dans ce que tu as dit qui sont intéressantes, puis il y a des affaires qui sont peut-être moins intéressantes. Je vais valoriser l'affaire que je trouve intéressante, puis on va travailler avec ça. On va travailler ensemble sur ça. Puis là, moi je te propose quelque chose, puis l'autre personne a ce devoir de faire ça aussi. Fait qu'on est en train de constamment valoriser des éléments que chaque personne dit. On dit des fois que comme chaque nouvelle phrase, c'est un nouveau thème dans l'impro, là, mais je pense que c'est aussi une nouvelle occasion de valoriser un aspect de ce que quelqu'un vient d'apporter. Puis ça, c'est comme une micro-leadership situation qui arrive des millions de fois pendant un impro. Tu sais, quand quelqu'un propose quelque chose puis tu juste complètement ignores ça, ça fait que ces joueurs-là, tu sais, là, qui filent comme, OK, well, I guess ça crush ces joueurs-là. Tu sais, si tu donnes même pas un petit peu quelque chose. Ça, je crois que ça va chercher ce genre d'éléments-là qui encouragent un tout petit peu, même si c'est juste des mini-situations. Passons au prochain volet. Entraîneur. Entraîneur, il y a une partie de ma carrière d'improvisation que, comme je disais tantôt, j'ai adoré. Puis je pense que c'est là que
que ma définition de leadership, justement, a mieux ressorti, justement, de mettre les gens en valeur dans les bons moments. Puis, en tant qu'entraîneur, la chose la plus importante, c'est aller maximiser le potentiel de chacun des joueurs. Une grosse erreur que les entraîneurs peuvent faire, selon moi, c'est que tous les joueurs de son équipe est le miroir de l'entraîneur. Puis ça, je trouve, c'est une super grosse erreur que l'entraîneur peut faire. Chaque joueur doit augmenter son potentiel selon qui il est. Ça, souvent, faut faire des discussions 1 à 1 pour augmenter justement cette réflexion-là du joueur, parce que en tant que joueur d'improvisation, la chose la plus importante, c'est tout le temps se remettre en question. Puis avoir des discussions avec soi-même. Moi, je trouve ça, il y a différentes personnes qui aiment moins ça, mais moi, je trouve ça important de réfléchir sur les impros que t'as fait. Puis souvent, moi, c'est mes meilleurs impros que je vais passer plus de temps dessus pour perfectionner cette impro-là, parce que j'ai vécu un moment vraiment bien. Ce qui est triste dans l'impro, la perfection n'existe pas, mais comme partout ailleurs, la perfection n'existe pas. Mais dans l'improvisation, même ta meilleure impro, elle aurait pu être meilleure. Ça fait, je trouve, c'est bon de réfléchir à ça. Pour revenir entraîneur, c'est avoir ces discussions-là avec les joueurs séparément. Puis, en tant que groupe, je trouvais ça le fun de voir qu'est-ce qui était la faiblesse en tant que groupe. Puis, dans la pratique, c'est créer des situations pour améliorer ces faiblesses-là. Ça fait, moi, j'avais un plaisir fou de m'imaginer des pratiques pour aller contrer des faiblesses qui étaient une difficulté en tant qu'équipe. Puis même aussi, c'est pour pas mettre la personne qui a une faiblesse spécifique. Puis là, ça vient encore une fois de quand il y a quelque chose qui va pas bien, c'est pas la faute de la personne, c'est la faute du groupe en entier. C'est quand il y avait quelque chose qui allait pas bien, souvent ça venait d'un joueur en particulier, mais on faisait la pratique où tout le monde pratiquait cette chose-là en particulier. Tout le monde ensemble, on s'entraidait, puis le joueur qui avait une difficulté dans un certain aspect voyait qu'est-ce qui pouvait bien aller avec d'autres joueurs de son équipe, puis cette personne-là s'améliorait parce qu'il pratiquait tout le monde ensemble. Puis même des fois, le joueur, dans certaines situations, comme il y a des joueurs qui sont plus sensibles à la critique, ces joueurs-là, souvent, je m'apercevais, fallait pas que j'allais leur dire, comme, t'as une faiblesse là-dedans, va travailler là-dessus. Ça fait qu'on travaillait en équipe sans qu'elle sache que c'est une faiblesse que j'avais soulignée. Là, tu vois qu'elle s'améliorait au cours de l'année, puis c'est vraiment le fun à voir. Puis là, c'est vraiment spécifique comme idée qui vient me passer par la tête, mais le rôle de l'entraîneur, je trouve, c'est surtout important à l'extérieur de la game d'impro, donc pendant les pratiques, quand on jasait sur l'heure du midi, quand on jase entre les matchs, c'est super important. Puis sur le banc comme tel, moi, mon rôle, je le mettais beaucoup, justement, encore une fois, quand ça allait mal. Quand ça va bien, je me retire beaucoup. Puis dans les caucus, ça que j'ai tout le temps dit à mes équipes en tant qu'entraîneur, c'était le premier 15 secondes vous appartient. Moi, je vais me retirer. Puis moi, j'arrive juste aux derniers 5 secondes si qu'il y a vraiment rien qui s'est passé, puis ça va vraiment pas bien. Parce que quelque chose aussi que je trouve dommage, c'est quand les entraîneurs prennent beaucoup de place dans les caucus. Ça fait après ça, t'as des joueurs qui n'ont pas pratiqué cet aspect-là du jeu du tout de leur vie. Puis c'est un aspect qui est tellement agréable de créer des choses. Je pense que c'est un aspect important de pédagogie de l'improvisation, justement d'être innovateur. Puis si t'enlèves ça aux joueurs, c'est vraiment talent. Puis moi, j'arrivais juste aux derniers 5 secondes, boum, 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 voici mes idées. Tu peux faire ce que tu veux avec. Encore une fois, ça vient dans l'aspect quand ça va moins bien, je vous aide. Puis quand ça va bien, c'est vous autres qui chaînent. Fait qu'à ton avis, un entraîneur peut exercer une genre de leadership qui est trop pour une équipe, qui est nuisible pour les joueurs. Ouais, ça peut être positif pour l'équipe en entier si tu vois que ça peut peut-être améliorer le spectacle parce qu'il y a une structure vraiment établie, que l'entraîneur met beaucoup de place. Mais pour chaque joueur individuellement, selon moi, c'est très nuisible pour le développement de l'impro à long terme. Parce que là, justement, tu vas revenir au fait que tu vas avoir des joueurs qui ont l'image de l'entraîneur, tu vas pas avoir 6 joueurs plus des substituts qui vont être à leur image à eux-mêmes pour se développer puis atteindre leur plein potentiel. Si l'entraîneur prend trop de place dans le match, chaque joueur ne pourra pas atteindre leur plein potentiel, selon moi. Ouais, on le sent aussi là, quand on voit des joueurs à l'universitaire ou plus tard qui sortent du secondaire. Puis peut-être c'est pas ça la raison. Peut-être bien qu'ils ont toujours été discrets en caucus. Mais des fois, on s'aperçoit qu'il y a des joueurs que c'est comme s'ils avaient jamais fait un caucus par eux autres mêmes, qui avaient des réflexes qui avaient rapport avec comment est-ce que un tel entraîneur structurait ses matchs, puis qui sont vides en caucus, qui savent pas comment faire un caucus, qui ont jamais eu cette autonomie-là. Ouais. C'est ça cause un problème là, en début de carrière universitaire. Ben ça même se stretch out à est-ce que je peux rentrer ou non. Ouais, c'est ça. Oui. Ils peuvent même pas réfléchir eux mêmes si c'est une bonne idée ou non. Ils ont besoin d'une tape dans le dos là pour. Ouais. Toi tu rentres pas. Mm-hmm. Ouais. Ou que même s'ils ont une idée, ils attendent que chacun les avise qu'ils ont le droit de faire leur idée. Comme tu sais là, il y a ce manque d'autonomie là que si tu prends trop de place, c'est
Puis aussi, une autre problématique que j'ai vue, c'est ils sont dans un moule tellement spécifique que l'impro, c'est juste comme, là, je fais un geste avec mes mains, là, qui est pas large. C'est juste une vision très, très spécifique. Étroite, ouais. Puis là, t'arrives, tu vas jouer, disons, au niveau universitaire à la QI, où tu vas jouer avec d'autres provinces, avec un style d'impro différent. T'es tellement déstabilisé que t'es plus dans ta petite vision, puis tu peux même pas t'adapter parce que t'as pas eu les ressources pour t'adapter toi-même. Ça fait, t'as comme un crash assez sérieux de, oh, c'est de quoi de différent de ma petite routine habituelle, puis l'impro, c'est tout sauf la routine. Faut tout le temps se réinventer, tout le temps réfléchir. Ça fait si le joueur a pas été adapté à tout le temps se réinventer, puis à tout le temps réfléchir, à tout le temps s'améliorer, à tout le temps s'adapter, tu vas taper un gros plafond qui va vraiment faire mal. Ben, c'est un petit peu du natural selection, là. Ouais. Le joueur qui peut pas s'adapter, ben, va arrêter d'exceller. Ouais, c'est ça. Puis on a un peu un historique semblable, Rémi, moi plutôt certainement, là, parce que on s'autogérait. Ouais. Tu sais, tu parlais de ça dans la première partie de l'émission. Nous autres, c'est pareil, là. On avait une enseignante qui venait une fois par année, faire sûr qu'on était correct. C'est ça. On s'arbitrait nous-mêmes, on se coachait nous-mêmes, on jouait constamment, puis il y avait pas de rétroaction adulte, il y avait pas un entraîneur. Ouais. Comme tous ces réflexes-là qu'on voit certains joueurs adopter, moi, j'ai jamais vécu ça. Je le comprends très mal. Puis c'est une grosse preuve d'apprentissage de leadership, justement, de pouvoir se re-questionner puis s'améliorer par soi-même. Parce que quand t'arrives sur le marché du travail, par exemple, si t'es quelqu'un de pas autonome, que ça te prend tout le temps à avoir ton emploi de tout le temps faire un suivi, ça vient un petit peu comme l'entraîneur qui dit tout le temps, OK, oui, comme Isabelle a dit, embarque sur le jeu, ou voici ton idée pour faire cette impro-là. Mais sur le marché du travail, tu vas avoir des gens qui est vraiment autonome, qui s'entreprend dans tes propres choses. Puis je pense de l'improvisation, en tant qu'entraîneur, quand tu apprends aux joueurs à devenir autonomes, justement, tu peux refléter beaucoup ça dans ta vie de tous les jours, puis spécifiquement sur le marché du travail, que les improvisateurs, comme en tant qu'employé, ce qui est intéressant, c'est souvent, ils vont être entreprenants, justement, ils n'auront pas besoin tout le temps d'un encadrement très, très sévère parce qu'ils vont avoir appris à se débrouiller eux-mêmes. Ouais. Puis à s'auto-évaluer aussi. Parce que certaines personnes qui ont besoin, justement, de oui, ça va bien, oui, t'es super bon, puis beaucoup de flattage dans le dos, puis il y a d'autres personnes, ils peuvent s'auto-évaluer eux-mêmes, puis oui, j'ai bien fait, non, j'ai pas bien fait, puis s'améliorer par eux-mêmes. Ça, c'est vraiment bien comme personne. Puis avec une tête d'entraîneur, ça change ton jeu aussi, là, si on ramène ça à l'impro. Oui, tout à fait, parce que avant d'arriver en tant qu'entraîneur, mon jeu était vraiment axé. J'étais beaucoup un joueur physique, j'étais beaucoup un joueur énergie pis tout ça. Puis quand j'arrivais entraîneur, en travaillant sur les faiblesses des joueurs de l'équipe, j'ai travaillé sur mes propres faiblesses aussi parce que il y a des choses que je m'avais jamais questionné pour. C'est ça qui est vraiment drôle, comme quand t'es entraîneur, tu vas souligner une problématique à ton équipe, puis tu réalises j'ai fait ça comme toute ma vie, cette problématique-là. J'ai fait cette erreur-là comme toute ma vie, puis là tu les réfléchis par toi-même. Puis ça, c'était vraiment intéressant parce que là, j'étais entraîneur, puis j'ai revenu en tant que joueur à la Ligue. Puis j'ai changé mon jeu totalement de la Licume à la Ligue. À la Ligue, j'étais devenu la personne qui construisait le plus. J'étais devenu la personne qui apportait beaucoup l'aspect culturel. J'étais beaucoup la personne qui voulait aller à l'extérieur des sentiers battus pour essayer des nouvelles choses. Puis je focusais, comme je disais tantôt, beaucoup sur l'environnement, quelque chose que j'avais pas beaucoup au niveau universitaire, mais au niveau à la Ligue, chaque impro que je faisais, je voulais que le public voyait où j'étais. Puis là, en tant que spectateur, c'est la chose qui m'intéresse le plus de voir où l'impro est, puis là, moi, je peux vraiment plus enjoyer l'impro en tant que spectateur aussi. Fait comme entraîneur, ça affecte aussi toi dans le rôle de public. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Avant d'être entraîneur, tu vois l'impro vraiment je pense que tu vois de l'impro d'une manière juste de ta vision en tant que joueur, justement. Mais en tant qu'entraîneur, faut que tu vois la vision des 30 jeunes que tu as coachés au cours de l'année. Ça fait, quand tu deviens spectateur, tu peux analyser beaucoup partie du jeu de l'impro, qui est vraiment intéressant parce que dans une game, tu peux focuser sur qui a mieux construit, tu peux focuser sur lui qui a plus punché, tu peux focuser sur lui qui a fait un meilleur environnement, sur les personnes qui a été le plus amical à l'intérieur de l'impro, la personne qui a exercé plus. En tout cas, c'est super le fun de voir l'impro sur 1 million de facettes différentes en tant que spectateur, puis apprécier ça. Parce que c'est rendu, ça qui est pas le fun, par exemple, en tant qu'entraîneur, après devenir spectateur, je pense. T'arrives
j'arrive à l'impro, puis moi, c'est rendu, je riais plus. J'analysais seulement. Ah oui. Je suis assis dans la foule, puis je suis comme, OK, ouais, ça, c'est intéressant. Comme une super bonne joke. Oh, il a bien timé, il a bien fait. Puis en fait, compte, j'aurais dû rire vraiment fort, puis me laisser aller. Mais j'étais vraiment comme, oh, belle réplique, c'est vraiment bien réussi. C'est rendu que t'es juste un analysateur parce que t'es habitué à être un entraîneur. Moi, je fais la même chose, mais avec applaudir. J'ai été officiel juste un petit peu trop longtemps que là, tu sais, tu veux pas vraiment applaudir parce que tu veux pas avoir comme, l'impression d'avoir un billet ou quelque chose. Mais tout d'un coup, je suis assis en salle puis je suis comme, pourquoi tout le monde applaudit? Oh, je devrais être en train d'applaudir présentement. On dirait que tu perds ça. Je trouve que les publics d'improvisateurs sont des publics difficiles quand tu joues. Ouais, parce qu'ils te donnent pas de rétroaction, puis là, ça revient encore au point de vue. Si t'as pas comme exercé ton propre leadership de te faire une propre rétroaction, ça devient super difficile d'avoir de la confiance. Puis j'ai eu cette réflexion-là cette année, en fait, de pourquoi c'était important de gagner une improvisation dans ma tête, parce que c'était niaiseux, parce que en bout de la ligne, c'est faire un bon spectacle. Moi aussi, j'adhère à ça. Mais pourquoi que gagner l'impro était si important pour moi en bout de la ligne? C'était d'avoir le OK du public que oui, t'as fait une bonne impro. Puis, quand ta confiance est basse, comme après que t'es revenu de 7 ans pour faire d'impro, si t'as pas ce OK-là de la foule, faut que tu te donnes à toi-même, puis c'est difficile parce que t'es plus sûr des référents d'impro, qu'est-ce que le public aime, qu'est-ce que t'as pas d'aime. Faut que t'aies une grande confiance en soi pour te auto-évaluer puis dire oui, j'ai perdu l'impro, mais j'ai fait une excellente impro. Puis ça, c'est des bons joueurs qui peuvent aller à là qu'une grande confiance en soi. Puis, à ce niveau-là, quand ta confiance est un petit peu plus basse, le vote va te donner cette confiance-là additionnelle. Puis j'ai tout réfléchi de ça, je pense que c'est pour ça que j'aime gagner une impro, pour avoir ce OK-là du public. Mais une fois que t'es rendu là, c'est plus important. Non, c'est ça. Tu peux les perdre. Mais tu le sais par toi-même. Mais quand tu veux bâtir ta confiance, c'est le fun d'avoir ce OK-là. Puis j'aimerais dire, sans qu'on rentre dans le sujet nécessairement, que tout ce que tu dis là à propos d'être entraîneur est aussi vrai pour être arbitre, parce que l'arbitre a aussi une fonction pédagogique. Oui. Fait que ça devient équivalent. Parlons du troisième volet, comme citoyen. Comme citoyen, moi j'ai utilisé le mot citoyen, j'étais pas trop sûr. Moi j'ai eu la chance, je dis vraiment la chance d'intégrer l'improvisation dans mon travail. Premièrement, surtout le district scolaire, comme j'ai expliqué tantôt que j'ai apporté l'aspect pédagogique dans l'improvisation pour donner une légitimité dans le système scolaire en entier. Puis quand j'étais à la Fédération des jeunes, un de mes grands travaux c'était faire du lobbying sur différents sujets. Puis c'est sur les recommandations des jeunes, en fait, que je faisais du lobbying. Avant d'avoir la recommandation d'Impro NB du gouvernement, je faisais du lobbying sur un autre sujet qui était une de nos recommandations, je ne me rappelle pas lequel. Mais le sous-ministre de l'Éducation à cette époque-là, il donnait du financement à des organismes non officiels pour les faire développer, justement. De là, on a été chercher le premier 5 000 $ pour Impro NB qui n'existait pas encore dans ce temps-là, mais qui a permis de faire beaucoup d'ateliers au niveau de la province. Ça, c'était une des premières choses qui a été faite. Après ça, quand il y a eu la recommandation, là, on a vraiment beaucoup plus plongé là-dedans. Puis là, mon travail, c'était vraiment de vendre l'improvisation au point de vue des bailleurs de fonds, qui était une grosse étape de faire des liens entre... Puis là, maintenant, j'ai une compagnie qui s'appelle Cible Consultation, que pour avoir des demandes de financement... en tout temps sur différents sujets, mais c'est faire le lien entre l'improvisation puis les objectifs gouvernementaux, les objectifs politiques. Puis ça, il a fallu faire un lobbying assez fort dans le sens que il y avait pas eu d'argent qui avait été donné en improvisation dans les groupes minoritaires, disons. Ça fait nous, on a fait la première demande, nous, moi et Isabelle, on a travaillé là-dessus dans ce temps-là. Puis on a été accepté pour une demande qui a donné des sous pour le Nouveau-Brunswick, l'île Prince-Édouard puis Nouvelle-Écosse. On a beaucoup focusé sur le Nouveau-Brunswick parce qu'on était à la Fédération des jeunes, mais il y a quand même des initiatives dans les autres provinces. Puis la demande qu'on a créée a été partagée aussi à d'autres organismes jeunesse au niveau pan-canadien. Comme qu'on avait comme cassé un petit peu le côté à Patrimoine Canada, que l'improvisation, oui, va beaucoup aider les langues officielles en situation minoritaire, parce que c'est vraiment une façon de s'exprimer incroyablement, de faire rayonner la francophonie un peu partout. Il y a eu des demandes de financement dans l'impro qui s'est fait un petit peu partout au pays. Puis un bel exemple, c'est à Colombie-Britannique, il y a eu une grosse ligue qui s'est formée là-bas. Ça a vraiment monté, là. Il y a maintenant un réseau secondaire vraiment bien formé. Puis là, tu vas voir au jeu de la francophonie canadienne, l'improvisation est solide dans des régions qui ne faisaient pas d'impro du tout auparavant. Dans les territoires aussi, maintenant ils ont des ligues d'improvisation au territoire nord-ouest puis au Yukon. Donc c'est toutes des choses que, à partir du fait que on a pu vendre l'idée que l'improvisation était super importante dans les langues officielles, qu'a pu faire développer l'impro au niveau secondaire partout au pays. Puis ce que je retiens, moi, c'est que c'est un peu ta définition du leadership, où ce que on est généreux avec ce qu'on a. Tu sais, là, dans une autre formule, quelqu'un aurait pu décider, garde
gardons l'argent au Nouveau-Brunswick. Ouais. Partageons pas ces fonds. Si on veut recevoir constamment du financement, développons juste ici, mais le partage qui se fait veut dire que vraiment ce qui nous est important, c'est n'importe qui veut en faire, puis on n'est pas avare de nos moyens. Ben oui, puis aussi je suis en amour avec l'improvisation comme telle. Puis ta conjointe sait tout ça. Oui, à cause que ma conjointe sait que c'est ma première blonde, ma deuxième c'est Marc Bernier, puis après ça il y a l'improvisation. Et moi juste troisième. Ouais, c'est ça. Okay. Mais moi je pensais que ta conjointe était la troisième. Ou elle va pas être contente. Non, elle est la première. En tout cas, ça aurait été dans la première partie, mais le fait que Joël fait de l'impro, c'est de quoi qui est vraiment important dans le couple, parce que de comprendre, ça vient tout au fait de comprendre comment c'est intense l'improvisation. Je trouvais que c'était un aspect vraiment le fun en couple, qu'on peut jaser de cette partie-là de notre vie, que quelqu'un a pas fait de l'impro, il peut plus difficilement comprendre comment ça a été intense dans ma vie, la partie j'ai fait ça. Mais là, on parlait pour le développement de l'impro au niveau national, puis probablement que ça va développer au niveau international, que là, je vais venir à un autre point dans ma vie, que au Jeux de la francophonie internationale 2021 exactement, à ne pas confondre avec les Jeux de la francophonie nationale qui va avoir lieu en 2017. C'est moi sur un comité qui a apporté l'idée de mettre l'improvisation comme un essai, compétition de démonstration côté culturel. Ouais. Ça fait que ça, je sais pas si les gens réalisent à quel point qu'il va y avoir, parce que la plupart des pays francophones sont en Afrique. Puis là-bas, l'improvisation n'est pas existante encore. Puis eux autres, c'est beaucoup sur le conte qui est vraiment fort, mais j'ai l'impression que si l'impro se développe en Afrique, puis je trouve ça vraiment comme incroyable qu'à quelque part, c'est juste une petite idée autour d'une table quand c'était la préparation pour faire la pitch pour recevoir les jeux ici, qu'on a lancé l'idée d'improvisation, que là, tout d'un coup, ça se peut que ça va développer partout en Afrique, puis ça va faire une différence, puis l'impro va devenir de quoi de mondial. Juste cette idée-là, c'est pas mal cool qu'en tant que citoyen, tu peux faire une différence comme ça dans un domaine que t'adores. J'ai hâte de voir au jeu, voir des pays africains, des pays asiatiques qui vont faire de l'impro avec des Canadiens, puis avec nous autres, ça va être comme fantastique à voir, là. Moi, j'ai vraiment excited. Ah, ça sonne vraiment awesome. Puis c'est gros, là. C'est comme, oui. C'est gros. Le Nouveau-Brunswick va développer de l'impro partout dans le monde. Oui, on dirait que c'est absurde. Ben, oui. Ça aurait dû être la job du Québec. Oh, quand là, le Québec. Non, mais là, ça a été créé là. Mais c'est pas la première fois que le Nouveau-Brunswick est un exemple. Moi, j'ai souvent des courriels de des gens de la France qui veulent des conseils sur ou des clarifications de règlements. C'est comme Si on est présent sur Internet aussi. On est très présent, puis on offre beaucoup de ressources pédagogiques, que je pense qui est un des rôles de leader que tu mentionnes aussi. En tant qu'organisme, en tant que citoyen, on est en train de faire ça. Juste promouvoir puis développer, pas juste à l'interne, mais aussi partout dans les provinces maritimes surtout. Mais il y a beaucoup de autres provinces qui font référence à nous autres, puis à l'extérieur. C'est intéressant de voir que cette communauté-là s'élargit, puis qu'on est ouvert à ça. Puis là, je vais vous poser une question. Vous, en tant que citoyen, vous avez fait du bénévolat à la tonne pour l'improvisation. C'est qu'est-ce qui vous motive à tout le temps mettre autant d'heures que ça dans l'improvisation? Isabelle, parce que tout de suite je dirais que t'es la bénévole numéro 1 dans la province. Tu me ferais questionner toutes mes choix de vie. T'aurais dû choisir le hockey toi aussi. Qu'est-ce que je fais ici, moi là? Non, mais je pense qu'il y a une partie que c'est sûr que c'est de l'amour de l'impro, juste l'affaire, le petit bout égoïste à l'intérieur, t'es comme j'aimerais ici, puis ça c'est quelque chose que je veux. Puis le monde me trouve important là-dedans. J'ai pas dit ça, toi t'as dit ça. Moi j'ai dit ça là, pour moi-même. Okay. Mais oui, c'est sûr que c'est valorisant là, on s'entend que ça vient avec. Mais je pense que c'est aussi voir l'impact que ça peut faire sur d'autres personnes. Tu sais, voir que moi quand j'étais au secondaire, j'étais super quiet, puis j'étais transparente là, au secondaire. Mais de voir comment est-ce que moi j'ai évolué comme une personne à travers l'improvisation, puis vouloir donner ce cadeau-là à d'autres mondes plus jeunes, tu sais, de voir évoluer. Puis tu sais, comme l'initiative de créer le ZEB, tu sais, ça vient aussi de cette place-là. Ça veut dire comme je veux d'offrir ce cadeau-là à des adultes qui peuvent pas jouer, de continuer leur cheminement, de continuer leur développement qui, à leurs yeux, pourrait avoir l'air fini. Parce qu'ils ont pas ces accès-là. Je pense que ça se veut une affaire de développement puis de partager mon expérience avec d'autres. Cette activité-là qui nous a tellement donné, qui nous a formés. Oui. C'est pas tout le monde qui est capable de redonner, qui sont dans des positions où ils peuvent faire ça. Mais tu sais, on a beaucoup de gens qui sont en enseignement, ils redonnent à leur école, ils deviennent entraîneurs, ils l'utilisent en classe. On a beaucoup d'improvisateurs qui vont dans les médias. Dans les médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont inviter des improvisateurs, ils vont développer des improvisateurs comme chroniqueurs, ils vont s'entourer d'autres improvisateurs, donner des opportunités. La FGFNB, là, avant ton règne, c'était Éric Mathieu Doucette, également un improvisateur. Entre vous deux... Puis là, c'est Marc-André Leblanc aussi. Oui, qui est un ancien improvisateur. Wow!
entre vous deux, entre vous trois, vous avez tellement donné d'opportunités à des improvisateurs, tellement donné, vous avez créé des emplois pour des improvisateurs. Moi, je m'ai donné des propres emplois d'impro. Je pense que j'étais une des premières personnes payées à faire du stuff d'impro. Probablement. Ça serait vraiment... Jealous. Non, Toi aussi. Oui. Mais même- Je suis totally dans cette liste-là. Ouais, c'est ça. on s'est fait donner quelque chose. Ouais. Puis justement, je pense que c'est une des choses qu'on n'a pas vraiment discuté plus qu'il faut, mais en tant que citoyen, après l'impro, je reste quand même si je rejoue pas, je reste avec un bagage d'habileté puis d'attitude qui me viennent de ce jeu-là, que j'amène avec moi sur le marché du travail. Que ce soit cette confiance-là, que ce soit le leadership dont on parle, la capacité d'adaptation, être capable de travailler en équipe, capable de travailler tout seul. Tout ça, c'est des choses qui viennent avec la formation d'improvisateur. Ouais. De dire après que ça m'a pas transformé, c'est faux. D'avoir participé à ce jeu-là activement pendant plusieurs années, puis dans des années formatrices, ça m'a changé. Et là, j'y dois quelque chose à ça. Une des premières jobs que j'ai eu d'été, j'avais 17 ou 18 ans, là. L'employeur a dit, je t'ai choisi parce que t'as fait de l'improvisation. Wow. Puis je suis sûr, je suis pas la seule histoire, là. Il y a plusieurs personnes, le fait que, il a fait de l'improvisation, ça veut dire que c'est une personne qui a acquis un bagage intéressant, là. Ben, c'est-tu pas ça à la base de l'improvisation? Moi, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Je te Ouais. donne quelque chose. À quelque part. Je crois que c'est ingrained dans nos cerveaux, c'est de même qu'on marche. L'impro me donne quelque chose, donc je redonne à l'impro. Wow, guys. Donnant. Petite dernière question. Ouais. Avant de se quitter, c'est une question d'Olivier Rioux sur Facebook, Isabelle. Oui. Est-ce que t'avais déjà du leadership avant de faire de l'impro ou c'est venu avec? Je pense que tout le monde est né avec du leadership, ils font des différentes choses avec ça, là. Mais j'ai vraiment développé un aspect de leadership. Je dirais que le gros de mon leadership, à quoi qu'il ressemble aujourd'hui, est grandement lié à l'improvisation. Puis c'est de là que j'ai développé ma façon de penser. Surtout au début, j'étais un joueur-entraîneur en tant que jeune. Ça fait, en plus de penser en tant que joueur, penser à mon jeu personnel, fallait que je pensais au jeu des autres. Puis c'est de là, je pense, que ma manière de gestionnaire par la suite qui est arrivée est beaucoup reflétée avec ça, de faire briller les gens autour de moi. Je pense que j'ai vraiment développé ça. Ma façon d'être un leader a vraiment été développée avec l'improvisation qui a pris une grande partie de ma vie au secondaire et à l'université. En résumé, un leader, il est là pour les autres. En résumé, C'est faites de vraiment ça. l'improvisation. C'est ça que... C'est ça, gênez-vous pas. Ça sera le mot de la fin, Isabelle. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'impro NB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Improvisation NB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Rémi Goupy pour avoir été des nôtres. À la prochaine. Merci Michel. Merci, Isabelle. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Tu veux pas être dans ma clique, hein, moi. Non, t'as ta clique de Isabelle Gauguin. C'est ça, c'est moi, puis moi-même. Ouais. C'est la best clique. Ça, c'est peut-être la saddest affaire que j'ai dit de ma vie. Donne-toi chance. Oh, jeez. Parce que si on rit fort ou on pleure fort, ça va être dur sur les oreilles. Ouais, non, c'est désagréable. Céline Dion sort de ce corps. Céline Dion. Ça sonnait comme du Céline Dion. Je faisais un ring race de Lord of the Rings. Ah, désolé. Quasiment pareil.